chers collègues. Donc, nous avons le plaisir pour cette deuxième séance du séminaire Maritimité d'accueillir Renaud Metz, qui est professeur d'histoire contemporaine au CRESAT, c'est bien ça? Donc, au Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques. Plusieurs thèmes de recherche, l'opinion publique dans les relations internationales, 1815 à nos jours, politique et diplomatie française au XXe siècle, les sociétés européennes et le Pacifique 1800 à nos jours, donc c'est en partie ce qui va nous intéresser, et le nucléaire militaire français, et là aussi un lien avec cette conférence. Donc, nous sommes absolument ravis de vous avoir dans ce séminaire. L'idée, c'est vraiment de traiter de la question des îles, mais des îles sous plusieurs aspects. Et donc, votre conférence va nous permettre d'aborder un aspect très particulier, qui est cette utilisation des îles à des fins nucléaires militaires. Et je suis d'autant plus ravie personnellement de vous accueillir que je connais quand même assez bien la Polynésie française pour y avoir travaillé, mais sur d'autres sujets, sur les aires marines protégées. Et donc, je vais vous écouter avec beaucoup d'attention, mais nous tous aussi allons vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci en tout cas d'avoir accepté. Merci beaucoup de votre accueil. Je parlerai avec d'autant plus d'humilité que je suis loin d'être un spécialiste de la Polynésie française, même si ça fait partie de mes sujets de recherche. Et je dois dire que c'est toujours difficile dans ce genre de sujet de doser en fonction de son public le degré de précision, puisqu'on est dans un espace. Et du coup, on commence très classiquement, quand on est face à un public qui ne connaît pas la Polynésie, à présenter cet espace et à utiliser une de ces cartes qui, depuis le 19e siècle, fait fureur. Alors là, c'est celle du réseau de la compagnie aérienne ATN, qui vise à donner une notion à un non-spécialiste des distances internes à l'espace polynésien. Et là, vous voyez, on va parler souvent au cours de cet exposé de 3 îles en particulier qui, plaquées sur un fond de carte d'Europe, donnent une échelle des distances. On va parler de Tahiti, qui est la base arrière du centre d'expérimentation du Pacifique, entouré de rouge. En bleu clair, ici, vous voyez, vous devinez un grand atoll qui s'appelle Hao, qui a servi, même si ce n'était pas écrit d'avance, loin s'en faut, de base avancée. Et puis en jaune, ici, vous voyez les 2 polygones de tir, les 2 sites à proprement parler, les sites avancés dans le jargon militaire, où se sont déroulés 193 essais en Polynésie française. Cet espace lui-même polynésien, il faut le resituer dans un espace plus vaste qui est l'espace du Pacifique, pas seulement pour faire de la géographie pour le plaisir, mais par rapport à notre sujet qui nous intéresse. Ce Pacifique est déjà nucléarisé au moment où le CEP est décidé, c'est-à-dire au moment où les Français choisissent, pour prendre le relais de leurs installations dans le Sahara, en Algérie devenue indépendante, en 1962, un nouveau site. Ils savent bien qu'il y a eu dans les atolls des Marshall, ici, des Christmas, ici, des essais. Et il y a donc une espèce de stigmate nucléaire qui, sinon prédispose, il n'y a pas de déterminisme, en tout cas, prépare les esprits à l'idée qu'il puisse y avoir un nouveau site qui est envisagé dans différents endroits du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie est envisagée. Vous voyez, ce qui est cerclé là, c'est des sites avérés, et puis là, ce sont des projets. Donc, les Marquises au nord de la Polynésie française, les Tuamotu au sud-est, la Nouvelle-Calédonie, les Entrecasteaux, etc. La Polynésie française, en fait, ensuite, troisième idée, donc si je reviens à la carte, vous voyez, je vous ai signalé 3 sites, base arrière, base avancée et les sites proprement parlés. C'est l'image que j'en avais moi-même, pour avoir vécu pourtant une décennie en Polynésie. On a le sentiment principalement que ce qui est nucléarisé en Polynésie, ce sont les sites, les polygones de tir. On a vaguement dans l'idée que Hao a servi de base avancée, ça dépend un peu de sa curiosité. À Tahiti, on se sent très loin de tout ça, et pourtant sur cette carte, je ne sais pas dans quelle mesure vous arrivez à la voir en fonction de la taille de vos écrans ou du vidéoprojecteur, mais il faut que vous preniez conscience que l'ensemble de l'espace polynésien, c'est-à-dire de l'extrême nord aux Marquises, à Rapa, qui est l'île de l'archipel qui porte bien son nom, des Australes, depuis l'Occident, c'est-à-dire Bora Bora, les îles de la Société, jusqu'à Mangareva au Gambier, donc le plus à l'est. Eh bien, il y a des postes de contrôle biologique, des postes de contrôle de différentes natures qui, finalement, font que
la totalité quasiment de l'espace est nucléarisée. Alors, qu'est-ce que j'entends par nucléarisé? Je ne sais pas très bien. D'ailleurs, c'est un peu l'objet de l'enquête dont je vous parle aujourd'hui. C'est d'essayer de mieux appréhender ce que c'est que la nucléarisation d'une société et la différente façon qu'on peut d'être impacté par une cohabitation. Mais c'est pas seulement en termes d'espace que ça se joue, même si je commence bien sûr par situer les choses dans l'espace. Il y a différentes variables qui font qu'on se sent plus ou moins impacté par des essais nucléaires. En tout cas, des installations nucléaires directement administrées par les hommes du CEP, vous en trouvez absolument dans l'ensemble de l'espace. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai une incrustation de l'image au sein de l'image. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? C'est moi pour essayer de faire rentrer des personnes. Je ne sais pas, Myriam ou Émilie, si vous pouvez faire rentrer les personnes. Ça m'évitera de toucher à mon ordinateur. Il y a des personnes dans la salle d'attente. Alors, voilà, en gros, pour avoir cadré un petit peu dans l'espace, le sujet, maintenant, cadrons-le très rapidement dans le temps. Est-ce que cette histoire des essais nucléaires français est une histoire close? D'abord, je vais vous dire rapidement que je ne fais pas une histoire des essais nucléaires. Ce qui m'intéresse, c'est pas faire une histoire de la dissuasion française ou une histoire scientifique et technique des essais, mais davantage une histoire du CEP, à savoir l'histoire d'un contact, et même on peut dire du deuxième contact après le premier contact. Alors la notion de premier contact en anthropologie, j'imagine que vous la connaissez un petit peu, enfin je ne sais pas exactement quel est mon public, mais j'imagine que vous avez beaucoup lu de travaux, depuis Chalins jusqu'à, je ne sais pas, Bruno Sora, par exemple, pour invoquer un nom français, ou Serge Tcherkassov, qui réfléchissent à cette notion de contact. Est-ce qu'il y a vraiment eu contact? Bien avant le livre de Romain Bertrand, qui viendra bientôt d'ailleurs vous parler, qui a relativisé cette idée d'un contact fondamental pour des sociétés non européennes qui rencontreraient leurs colonisateurs. Il y a plein de façons de relativiser ce premier contact, n'empêche qu'il reste suffisamment prégnant pour que un anthropologue que vous connaissez probablement, Laurent Doucet, ait écrit un ouvrage qui s'appelle Mythes, missiles et cannibales, le récit d'un premier contact en Australie, puisque en l'occurrence les essais anglais au milieu du désert australien ont vraiment fait figure de premier contact entre les aborigènes de cette région et les Européens avec leur agir technique centré sur le nucléaire. La Polynésie française, bien sûr qu'il n'y a pas cette radicalité. C'est-à-dire que le premier contact n'est peut-être pas si radical que ça, bon, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et en tout cas, entre le premier et le deuxième, celui que j'appelle le deuxième, celui du CEP, bien sûr qu'il y a un contact continu avec des autorités coloniales et une évolution institutionnelle qui fait que progressivement, la Polynésie n'est plus une colonie, mais devient sur le plan institutionnel une partie, une collectivité qui est régie par les mêmes droits et le même statut que n'importe quel autre espace de la République française. Tout ça pour dire que il y a quand même un commencement, ce n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a, avec l'arrivée du CEP, un changement d'air pour les Polynésiens, peut-être pour les Français aussi, même si on le néglige. Beaucoup de Français sont passés par la Polynésie à cause du CEP. Donc la décision, c'est 62, pour vous cadrer les choses rapidement. Le chantier commence 63-64, première campagne d'essai 66, atmosphérique, des campagnes atmosphériques qui se terminent en 74. En 75, on maîtrise une nouvelle technique de forage de puits de plusieurs centaines de mètres dans les atolls qui abritaient jusqu'à présent des essais sur barge ou sous ballon. Et jusqu'en 92, des essais souterrains ont lieu, moins contaminants. 92, moratoire décidé par le président Mitterrand. 95, fin de ce moratoire, reprise pour une dernière campagne décidée par Jacques Chirac, qui provoque les émeutes que vous voyez à gauche. Puis 96, fin, 98, démantèlement. Donc on pourrait dire que c'est une histoire close, c'est une histoire qui aurait duré quelques 30 ans, 66, premier essai, 96, dernière campagne, 30 ans d'essais nucléaires, une histoire d'une certaine façon refroidie. C'est la volonté d'une certaine façon de certains acteurs de Polynésie, y compris des politiques, de considérer que c'est une histoire close, fermée, qu'il faut aller de l'avant. Évidemment, c'est le cas de la plupart des acteurs de l'époque qui ont accompagné ce choix d'un développement de la Polynésie par le biais de l'hospitalité offerte aux installations nucléaires de la métropole, notamment Gaston Floss, un nom que vous avez peut-être connu. Et puis, qu'on le veuille ou non, cette histoire, elle se rappelle encore, en tout cas dans la cité polynésienne. Vous voyez ici des images toutes récentes, le 2 juillet 21, qui est une date intéressante. Le 2 juillet, ça correspond à l'anniversaire du premier tir, Aldébaran, le 2 juillet 66, à Montruroy, sur barge. D'ailleurs, un des essais qui sera le plus contaminant pour les populations riveraines, j'en reparlerai.
Et puis, ça correspond aussi à l'ouverture d'une table ronde dont je vais vous reparler un petit peu. Ça ne sera pas du tout le centre de mon propos, mais ça sera quand même la partie liminaire, parce que je suis obligé de vous cadrer un tout petit peu les choses d'un point de vue méthodologique. Je sais que vous n'êtes pas des historiens, mais vous savez sans doute que les historiens travaillent à partir d'archives et que je ne me serais pas lancé dans cette aventure d'écrire une histoire du CEP si je n'avais pas eu quelques garanties d'accès à des archives qui sont très compliquées à obtenir. Pourquoi sont-elles compliquées à obtenir ? Je reviendrai dans un instant. Posons rapidement la problématique. Je vais pas vous raconter toute l'histoire. C'est bon, il y avait un petit écho. Je ne vais pas vous raconter l'ensemble de l'histoire du CEP, ou en tout cas, je vais le faire à travers le prisme de ce qui vous intéresse dans le séminaire, à savoir les enjeux maritimes du CEP, à savoir le CEP, je vous l'ai dit, je ne sais pas une histoire des essais nucléaires, mais bien d'une nucléarisation d'une société qui est, d'un point de vue institutionnel, plus coloniale, mais qui reste largement, selon l'expression bien connue de Ballandier, en situation coloniale. Donc je vais retenir deux angles pour creuser cet aspect maritime. D'une part, le fait que le CEP est, d'une certaine façon, dans l'esprit de ses décideurs, la réplique du premier centre que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure en Algérie. En fait, il y en a eu deux, un souterrain à Regan, puis un aérien à Regan, puis un souterrain à Hineker, donc deux endroits du Sahara, dont je ne vous parlerai pas du tout directement aujourd'hui. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les décideurs sont tellement imprégnés par ce tuilage chronologique qu'ils vont très largement ignorer, méconnaître le milieu océanique et répéter des schémas qu'ils avaient maîtrisés dans un environnement tout autre qui est celui continental du désert du Sahara. Ça sera le premier aspect, donc la construction d'un CEP qui apparaît comme un nouveau désert, et peu importe que le désert soit océanique ou continental. Sachant que dans un cas comme dans l'autre, bien sûr, il s'agit d'une construction sociale et politique, que le désert, c'est à la fois des éléments plus ou moins objectivables d'un point de vue naturaliste, mais c'est aussi des constructions sociales et politiques. Deuxième point qui nous intéressera, ce sont les circulations entre deux modèles océaniques. Je vous ai parlé de la nucléarisation du Pacifique. Eh bien, les sites d'essais anglais et surtout américains dans la région vont largement compenser le déficit de connaissances, d'expérience du milieu océanique, de cette Polynésie qui est pourtant française depuis 1880 d'un point de vue de pleine souveraineté et qui est pour partie un protectorat depuis 1842 pour les Marquises et Tahiti. Malgré ça, il y a des lacunes dans la connaissance. Alors, encore une fois, je ne fais pas l'histoire des essais, donc je devrais m'intéresser, je ne devrais pas avoir tant besoin d'archives que ça. Vous pourriez me dire, je pourrais faire de l'anthropologie ou de l'anthropologie historique, c'est-à-dire aller faire des entretiens et essayer de comprendre comment les gens ont vécu la nucléarisation. N'empêche que j'ai quand même besoin d'objectiver et d'historiciser un petit peu les choses à partir de sources. Et c'est pour ça que je vais revenir dans un premier point, mais là j'irai vraiment à grande chevauchée. C'est quelque chose qui vous intéresse, j'y reviendrai par la suite, mais ça ne sera pas le cœur du tout de mon sujet. Je vous dirai comment, notamment parce qu'on a un acteur qui est très important, dont je parlerai souvent, qui est le général Thierry, qui est à la tête du commandement interarmé des armes spéciales, pour parler clairement des armes nucléaires. Et ce général Thierry, il faut que vous l'ayez et il faut que vous compreniez ses agissements pour faire droit à l'agir polynésien, ce qui ne sera pas vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Il faut déjà comprendre l'agir européen. Donc ça sera le premier point. Pourquoi et comment les décideurs ont largement, à travers ce que j'ai pu voir des archives, méconnaître le milieu océanique où ils ont créé le CEP. Dans un deuxième point, donc, comme je vous l'ai dit, on se posera la question de la transposition océanique de l'expérience saharienne. Là, c'est là que je serai le plus bavard et je serai plus rapide à nouveau, mais j'insisterai, parce qu'il y a des sources intéressantes sur ce point, sur la transposition du modèle océanique et la circulation des impérialismes nucléaires dans la région. Alors, quelles archives pour écrire l'histoire du CEP ? Sont des archives qui sont très difficiles à identifier et à consulter pour toutes sortes de raisons, mais la raison, la pierre angulaire de la difficulté, c'est la loi, le Code du patrimoine de 2008, qui a été revu cet été à l'occurrence de la loi Patre, mais je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais qui en gros stipule, depuis que la France
et signataire du traité de non-prolifération du nucléaire, comme vous le savez peut-être, que toutes ses propres archives publiques qui concernent la capacité à diffuser des informations qui permettraient de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires sont interdites à la consultation. Et alors, sans rentrer dans les détails des régimes de consultation des sources publiques en France, qui depuis la Révolution française est le plus libéral possible, parce qu'on considère que ces archives appartiennent aux citoyens, les délais sont généralement relativement courts. Pour le nucléaire, on a été le législateur, hein, les Français eux-mêmes, d'une certaine façon, se sont mis à l'abri d'une façon qui paraît un peu délirante pour l'historien, puisque c'est perpétuel. C'est-à-dire que ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas 1000 ans, c'est jamais. C'est une entorse un peu au principe plutôt libéral de partage d'accès aux sources en France, qui arrive à des situations absurdes comme cette carte. Je vous demande de la mémoriser un petit peu parce que vous la retrouverez. Là, normalement, je devrais pouvoir faire 5 ans de prison et payer, je crois, 50 000 € d'amende pour diffuser cette carte qui pourtant est dans une publication, je crois, du journal de la Société des Océanistes de 1985 parce qu'elle est frappée de ce sceau du secret défense lié à cet article L213.2 de la loi de 2008. Le problème, c'est pas tellement cette loi, puisque moi, j'ai pas envie de faire une histoire de la bombe atomique pour raconter à des terroristes comment ça se fabrique, mais mon propos, c'est de raconter des régimes de nucléarité. Qu'est-ce que c'est qu'une société nucléarisée? Or, plus personne en France depuis 2008 quasiment n'arrive à écrire l'histoire du nucléaire parce que cet article L213.2 est invoqué à tout bout de champ pour empêcher en fait la consultation de toutes sortes d'archives qui ne permettent pas de documenter la construction d'une bombe, mais les effets de la bombe, ce qui n'a évidemment rien à voir. Et du coup, si vous voulez, il y a eu, pour des raisons à la fois politiques et administratives, des différentes couches de prudence qui ont fait que progressivement, les archivistes, depuis 2008, n'ont plus jamais rien donné qui avait trait au nucléaire, même de très loin. De sorte que je ne me serais pas lancé dans le programme dont la présentation aujourd'hui est largement le fruit, à savoir écrire une histoire, les mémoires des essais nucléaires en Polynésie française, qui est un programme qui a été impulsé directement par Édouard Fritsch, le président de la Polynésie française actuelle, dans le cadre de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, si j'avais pas eu si j'avais pris la précaution, si vous voulez, de mettre dans la convention qui règle ce programme de recherche le fait que le pays Polynésie française, la collectivité territoriale Polynésie française, allait m'aider à ouvrir le coffre-fort des archives. La vérité est que ça c'est pas passé aussi facilement que ça, malgré un contexte que j'ai jugé favorable. D'abord, le souhait émis depuis longtemps, depuis 2006, par l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, d'avoir accès aux sources, par le fait que la loi Morin, en 2010, a entamé un processus de reconnaissance de maladies radio-induites pour les vétérans, par le fait que François Hollande lui-même, lorsqu'il est venu à Papeete en 2016, ce qui a été repris à son compte par Emmanuel Macron quand il est devenu président de la République, a décidé que la France avait une dette nucléaire et qu'elle devait reconnaître et même créer un centre d'archives et de mémoire. Bref, il y avait toutes sortes d'atouts dans notre jeu, et notamment de surcroît la prudence que j'avais eue de mettre dans l'équipe de recherche des chercheurs liés au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, et notamment à sa direction des applications militaires, la DAM, et des militaires également, des spécialistes du militaire eux-mêmes militaires, pour les rassurer, leur montrer qu'on n'allait pas faire un usage terroriste, évidemment, des sources. Tout cela s'est doublé d'une espèce de diplomatie informelle pour essayer de faire comprendre à Emmanuel Macron, hein, puisque ça remonte très haut ce genre d'histoire, qu'on voulait ouvrir les archives pour le bien de la science et pas pour faire du mal. La réalité, c'est que les inventaires existent très peu en France, parfois ils n'existent pas du tout. Par exemple, le CEA, la Direction des applications militaires, fait des offres éventuelles si vous leur demandez, vous leur dites qu'est-ce que vous avez, ils vont vous montrer certains documents, mais vous n'aurez pas d'inventaire. Certains inventaires sont tout simplement classifiés, c'est-à-dire que non seulement le contenu des documents, mais même la description, les cotes sont impossibles à consulter pour les historiens. Et puis les inventaires eux-mêmes ne sont pas toujours sincères ni complets. Vous voyez, par un jour, j'ai demandé, en me trompant, j'ai fait une série de demandes, le GR 135 jusqu'à 142, et par erreur, au lieu de mettre 136, j'ai mis 126, et j'ai eu une réponse en me demandant, ah bah le 126 n'est pas communicable. Mais vous voyez, pourtant, sur les inventaires, le 126, il n'existe pas. Donc, c'est une espèce de sérempidité, si vous voulez, de la recherche. Quand la communication est renseignée, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, très souvent, vous voyez que communication non renseignée, quand elle l'est, très souvent, on nous dit, bien écoutez, non, ce volume n'est pas communicable à cause de ce fameux article dit proliférant. Hein, on empêche la prolifération des secrets nucléaires. Or, ce que j'ai constaté très vite, c'est que des volumes qui sont extrêmement anodins, hein, qui ont trait, par exemple, aux travaux ou à la météorologie, hein, là je vous mets deux cotes, travaux, compte rendu globaux d'avancement des travaux pendant le chantier, ou alors météorologie, Tahiti, bon, eh bien, sont des volumes qui m'ont sont refusés au titre de cet article 213.2. De sorte que j'ai fini par
comprendre qu'il y avait une espèce de typologie, des dossiers qui parlaient de politique, d'enjeux sanitaires, d'enjeux disciplinaires entre les militaires et les populations locales, mais même d'enjeux économiques. Vous voyez, donc on est quand même très loin de la fabrication d'une bombe, m'étaient refusés lorsque je faisais une demande de dérogation, toujours au titre de ce fameux article non proliférant. De sorte qu'au bout d'un an ou deux, j'avais pas vu grand-chose et que je commençais à être un peu paniqué et à me dire que la meilleure voie pour obtenir des articles, hein, comme on dit en archivistique, des codes, si vous voulez, non consultables, ce serait la voie du contentieux. Et de fait, c'est ce qu'ont fait les vétérans lorsqu'ils ont voulu démontrer qu'ils avaient été dans des zones contaminées pour bénéficier de la loi Morin. Ils ont, devant le tribunal administratif, obtenu 3 séries de décisions qui a permis de déclassifier des documents qui sont extrêmement intéressants et des documents qui font d'ailleurs la matière d'un ouvrage qui est sorti au printemps, en mars 21, qui s'appelle Toxique, et qui, en fait, a bénéficié de la voie judiciaire et a permis un déblocage politique dont on a profité, nous, l'équipe de recherche dont je vous parlais tout à l'heure, qui compte d'ailleurs des anthropologues, hein, par exemple Émilie Nollet de Paris 1, qui est une spécialiste de Reao, enfin des Tuamotu. Eh bien, l'impact médiatique et politique de la publication de Toxique a fait que le gouvernement a décidé non pas de faire la voie du rapport Stora ou d'une commission comme la commission Rwanda, mais a décidé de convoquer une table ronde entre la Polynésie française et le gouvernement français. Et ce processus a donné lieu à quelque chose qui n'était pas très confortable pour moi, parce que j'ai été auditionné, si vous voulez, et mandaté comme expert, parce que j'étais un peu le seul à travailler sur ces sujets, à la fois par la commission polynésienne qui s'est appelée Rekotika, la parole droite en langage de Paumotu, c'est-à-dire des habitants des Tuamotu, et par le ministère, enfin les différents ministères français concernés, donc l'outre-mer, le Cornu, la santé, Véran et les armées, tout ça sous l'égide du Premier ministre et avec la venue du président de la République lui-même. Alors cette table ronde qui a eu lieu après un double processus de préparation en Polynésie par les Polynésiens et à Paris par les Français, enfin le gouvernement métropolitain, bon, j'ai vite réalisé, hein, j'ai mis là une petite citation un peu rigolote pour montrer que je ne suis pas dupe de, excusez-moi, je fais une toute petite pause et je vous laisse lire la phrase, de l'instrumentalisation dont j'ai pu être l'objet au cours de ce processus, c'est-à-dire que recevant les mails des différents ministères et du préfet admirable d'ailleurs, hein, qui organisait tout ça très très bien, j'ai vu que j'étais qualifié de caution historien dans le processus, et du coup je suis arrivé un petit peu à reculons à cette fameuse table ronde qui s'est tenue donc les 1er et 2 juillet, ou les 2 3 juillet, je ne sais plus d'ailleurs, à Paris. Et vous voyez que je suis là, dans mon petit coin, la caution historien, pas très à l'aise, physiquement coincé entre les Polynésiens et les métropolitains, à défendre ce qui était, à mon avis, scientifiquement une évidence, la nécessité de déclassifier massivement les archives du CEP en se basant sur une application sincère et loyale de l'esprit de la loi, à savoir, oui, refuser la consultation des choses qui avaient lieu, très vraiment la fabrication d'une arme, mais communiquer tout le reste. Il y a eu une vraie dramaturgie au cours de cette table ronde qui aurait pu être un peu une mascarade, dans la mesure où je savais qu'il allait y avoir des annonces de déclassification, mais j'avais compris aussi que ce serait une commission qui serait purement militaire et CEA d'âme. Et ce qu'on a obtenu, vraiment grâce à un arbitrage sur le moment entre Édouard Fritsch et le président Macron, c'est le fait qu'il y aurait un représentant polynésien au sein de la commission qui allait arbitrer, savoir qui est-ce qui relevait ou pas du proliférant. Ça a été une promesse qui a été faite par Macron ce jour-là. J'étais un peu inquiet des suites, hein, c'est-à-dire des freins qui pouvaient venir. Or, très vite, Castex, le Premier ministre, a envoyé un courrier, vous voyez, quelques jours plus tard, confirmant ce principe. Et de fait, il y a eu 2 représentants et pas un. Yvette Tomazini, qui est l'IPR, l'inspectrice, si vous voulez, en histoire géo à Tahiti, et Yolande Vernodon, qui est la déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires de l'administration du territoire de la Polynésie française, hein, donc complètement indépendante, enfin dépendante d'Édouard Fritsch, au sein de cette commission qui, de fait, travaille. Et toutes les demandes que j'avais faites, qui m'avaient été refusées depuis 2 ans, si vous voulez, sont un peu passées à ce crash test de cette commission. Et dès la première réunion de cette commission, sur 30 volumes qui ont été inspectés, où j'avais eu que du non, il y a 90% de oui, 2% de non et 8% qui sont en cours d'arbitrage. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est pour vous dire globalement que ce que je vais vous présenter aujourd'hui est le fruit d'un travail très long, patient, mais pas toujours très fructueux pendant 2 ans et demi,
et qui s'est accéléré vraiment au tout dernier moment jusqu'à ces dernières semaines. Alors maintenant, le Covid complique un peu les choses, mais c'est vrai que dans ce que je vais vous montrer, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées, obtenues vraiment dans les dernières semaines, depuis entre septembre et décembre, vraiment au dernier trimestre 2021. Alors voilà, venons-en maintenant aux propos plus scientifiques. Et à, ce premier enjeu océanique du CEP, c'est comment le CEP est en fait la projection ou la transposition dans le grand océan d'installations qui ont été conçues et qui ont plus ou moins bien fonctionné, c'est un autre débat, dans le Sahara. Il faut que juste pour vous compreniez un peu la chronologie, que la France de la 4e République met un programme de construction de la bombe, si vous voulez, le met en branle d'une façon non publicisée, avec plein d'hésitations, et ce sont finalement plutôt les savants, les ingénieurs et les militaires qui ont la main. Le politique est en plein d'hésitations pour différentes raisons, qui ne sont pas le cœur de notre propos. Donc les choses se font un peu comme in a fit of absence of mind, enfin vous voyez, dans une espèce de par inadvertance, et cette inadvertance n'empêche pas qu'il y a un moment où il faut décider si on fait péter ou pas le premier engin. Et donc en 57, on cherche un premier site, et ce premier site met déjà en concurrence, si j'ose dire, ceux qui vont se succéder dans le temps, c'est-à-dire le désert algérien et la Polynésie. Et cette première comparaison, on va la retrouver très largement dans le temps, puisque on va trouver des parallèles dans l'idée qu'il s'agit de lieux désertiques qui sont à la fois isolés et qui sont vides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de population autour, il n'y a pas de population à l'intérieur, et donc on peut le faire. Et on retrouve cette rhétorique plus ou moins de bonne foi, aussi bien en 57 quand on choisit finalement le Sahara, quand le général Ayrey, qui est le prédécesseur de Thierry au commandement interarmé des armes spéciales, parle de régions désertiques ou subdésertiques du Sahara, ou d'îles ou d'îlots dans des océans ou dans des mers à population très rare. On retrouve ça lorsque De Gaulle doit arbitrer le choix qu'on lui propose de Moruroa. Est-ce qu'il y a des habitants? Il n'y en a aucun. Et de fait, quand les Français en 62 choisissent la Polynésie, mais déjà c'est le cas en 57 quand ils choisissent le Sahara, ils ont sur la table ces deux types. Ils n'ont pas inventé, si vous voulez, ces deux catégories discursives ou cette rhétorique du désert ou de l'île. Vous voyez, j'ai mis en bleu tous les sites. Alors là, vous avez la Nouvelle-Zambie ou Montebello, donc les soviétiques ou les anglais, et puis ici donc les Marshall et les Christmas, ou enfin les Kiribati, si vous voulez. Donc tout ça, ce sont des îles. Et puis là, vous avez des déserts continentaux. Donc les Algériens ont subi le choix, les Algériens encore français, en 57, ici les Chinois ou les Soviétiques, là les Australiens dont on parlait tout à l'heure, et puis ici les sites américains globalement dans le Nevada. En tout cas, cette construction sociopolitique de désert qui justifie la création du CEP, on va la retrouver perpétuellement. Et d'ailleurs, là, je me suis permis de faire un petit clin d'œil à votre institution, puisqu'il y a une publication qui s'appelle Mururoa en 69, qui rend compte, c'est une brochure éditée avec le muséum, donc, et en partenariat avec les services mixtes dont je vous reparlerai tout à l'heure de sécurité, notamment les services mixtes de contrôle biologique, qui sont des services scientifiques qui agglomèrent des militaires, des services scientifiques militaires et du CEA et de la DAM, qui parlent de l'isolement géographique pour justifier les îles de Tuamotu, qui suffirait à éliminer tout risque de contamination radioactive significative ou dangereuse pour les populations. Ça, c'est en 69. Vous voyez maintenant des cartes en 73 dans le livre blanc du CEA qui défend le CEP, et vous voyez des constructions du vide qui se font sur l'idée de l'isolement et du vide démographique. Vous voyez l'isolement ici, Moruroa est à des milliers de kilomètres de Lima, de Los Angeles, de Santiago du Chili. Le plus près, on est à 4750 de Auckland ou de la Nouvelle-Calédonie, enfin de la Sydney à quelques 7000. Et puis vous voyez le désert démographique que représentent les Tuamotu. Et les comparaisons se font encore mieux avec les déserts, finalement, même si au départ ils avaient choisi un désert en Algérie. Au moment de justifier le CEP, on montre comment en Australie ou au Nevada, il y a des, ici, je vois pas très bien, mais je crois que c'est Adélaïde, excusez-moi pour ce zoom sur mon nez, Adélaïde ici, Las Vegas bien sûr, là avec des concentrations démographiques très importantes. Et on retrouve la même chose, la carte qui est ici, vous voyez, et une reconstruction d'une carte que j'ai trouvée, que je n'avais pas le droit de reproduire dans les archives,
un des critères, le critère démographique est celui qui est le plus largement mis en avant, au moins vis-à-vis de l'extérieur, pour justifier la création du CEP, avec des populations qui sont très faibles. Et de fait, le choix de Moruroa, enfin en tout cas de la Polynésie, de la zone Polynésie, et plus précisément de Moruroa, se fait largement en comparaison avec la Réunion. Et effectivement, la population de Maurice et Madagascar est bien plus importante que celle de Touréa, où il y a 66 habitants. Vous voyez, là, c'est pas des dizaines de milliers, des milliers, des centaines, c'est vraiment le nombre d'habitants hein, en 62. Donc là où il y a le plus d'habitants, c'est un demi-millier au Gambier à ce moment-là. Bon, même si il joue peut-être un tout petit peu à la marge avec des chiffres qui sont des recensements qui ne sont pas très fiables, on est quand même vraiment dans ces ordres de grandeur. Ceci dit, on aurait tort de croire en la sincérité absolue de ce critère démographique, car s'il y avait ce critère démographique, il y avait une autre solution qui était encore plus radicalement navale, et qu'on verra ici. Lorsqu'en 61, on commence à chercher un nouveau site, hein, puisqu'on le trouve en 62, mais on le cherche en fait depuis plusieurs mois, il y avait des sites purement navalisés. Tous les points bleus dans ces différents endroits sont des sites d'essai qui seraient purement navalisés. C'est-à-dire on amène sur un chalutier, enfin sur un bâtiment, l'engin, et on le fait sauter directement dans la mer. Il y en avait qui étaient encore plus au sud. On parlait également des Kerguelen, hein, qui a été une piste plusieurs fois envisagée. Donc, vous voyez que le critère démographique n'est pas le seul et qu'il s'agit en partie d'une rhétorique justificatoire. En tout cas, c'est une rhétorique, ça qui est amusant, enfin qui est intéressant, qui est extrêmement durable. Vous voyez, en 2002, il y a encore un rapport pour l'office je ne sais plus comment s'appelle l'acronyme complet, mais enfin, vous savez, c'est cet office parlementaire qui vise à expertiser les choix technologiques pouvant avoir un impact notamment sanitaire. Pardon, excusez-moi Renaud, oui. C'est l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Exactement, je vous remercie. C'était En fait, j'ai des petites notes normalement en formule non visio, mais j'ai pas accès avec le diaporama. Donc, mais si ça vous intéresse, je vous enverrai. Et donc, il y a la note de bas de page qui va avec cette citation de cet office. Et donc, vous avez un sénateur gaulliste et un député socialiste qui disent encore en 2002, la France a tout naturellement choisi un site insulaire isolé qui est apparu pratiquement adapté. Et cette naturalisation hein, de sites qui sont voués, qui sont prédestinés à accueillir des essais, on la retrouve même chez les notables, dans les élites polynésiennes, puisque le président de l'Assemblée territoriale, hein, qui ressemble un peu à cette époque, si vous voulez, à un conseil régional, déclare en 766 la configuration de nos lointains archipels et seul à s'y prêter. Autre parallélisme entre le Sahara désert continental et le désert des Tuamotu, c'est l'idée qu'il n'y a pas de populations productives qui sont capables de valoriser le territoire. Alors, c'est encore plus vrai pour Haïré au moment où il choisit le Sahara. Hein. Pour lui, le Sahara est encore plus vide, faisant fi des populations nomades. Il y a quand même quelque chose chez Haïré, qui est un artilleur, hein, donc l'armée de terre, quelque chose qui lui apparaît quand même encore un tout petit peu comme fixe avec le fait que Rangiroa, dans les Tuamotu, hein, qui est une des plus grands atolls, compte quelques 700 habitants, et donc ça résiste un petit peu à sa représentation du vide, alors que dans le désert, il voit où il va. Hein. Il ne va pas en Polynésie, il fait l'expérience physique du désert en janvier 57 avant de rédiger son rapport pour choisir le Sahara. Il dit tout est mort, où il parle il prend la comparaison avec la Lune. N'empêche qu'il y a des populations nomades, ils le savent, puisque ces populations nomades dans le désert, elles vont servir à construire les installations, hein, mais c'est une main-d'œuvre qui, dans un cas comme dans l'autre, est instable et apparaît comme arriérée, sortie de l'histoire, ou pas encore entrée dans l'histoire, et les comparaisons qui sont faites non pas entre ces populations, puisqu'elles ne sont jamais faites explicitement, mais entre les populations autochtones de chacun de ces sites et les militaires, voire les travailleurs civils venus d'Europe qui sont envoyés pour les chantiers, sont toujours en la défaveur des autochtones qui sont paresseux, qui ne maîtrisent pas bien les engins. C'est du moins, il faut être honnête. Là, je grossis un peu le trait, le discours au départ, parce que je pourrais vous sortir d'autres citations, mais ce n'est pas exactement le propos ici, qui montrent que finalement, ces généraux en reviennent de leurs préjugés et disent finalement, un jeune Polynésien rentre plus vite que le jeune Européen dans la modernité des engins qu'on leur donne, et ils sont parfois plus ingénieux, plus rapides, et ils s'acculturent, même s'ils n'emploient pas forcément ce terme, plus rapidement. N'empêche que sur le moment, on a toujours cette idée que le travailleur du désert, hein, le Touareg du Sahara ou le Paumotu, enfin l'habitant de Polynésie,
il n'est pas acculturé au salariat et du coup, il n'est pas fiable, il va travailler quelques temps puis il va se reposer, ce qui est dit d'ailleurs avec un petit peu d'envie, mais il y a même des échelles de comparaison qui sont faites dans une espèce de management comme ça, militaire assez à l'américaine, malgré tout la détestation de l'impérialisme américain. Et on voit par exemple un indice 100 pour le sapeur du 5e régiment mixte du Pacifique, 125 pour le légionnaire, qui est évidemment plus musclé, plus travailleur, et 60% pour l'employé local. Mais cette hiérarchie, elle est même faite à l'intérieur de l'espace polynésien, entre le manœuvre polynésien, c'est-à-dire non tahitien, qui est le plus marginal dans les représentations du métropolitain, et le manœuvre tahitien, qui lui est déjà un peu acculturé, parce qu'il y a déjà quelques entreprises, un petit peu de salariat, notamment dans le cadre de l'exploitation des mines de phosphate de Makatea, déjà au Tuamotu. Donc, première chose, des déserts comparables, et finalement qu'on soit dans un désert continental ou océanique, c'est la même chose. Et on est dans un milieu à chaque fois qui est hostile, donc prédisposé à des essais, à l'expérimentation d'engins morbides au sens propre, et par ailleurs des espaces méconnus, mal connus, qui induisent forcément des erreurs. Cette méconnaissance des savoirs coloniaux, je vous ai dit pourtant, du Petit Thouars proclame le protectorat sur Tahiti dès 1842, elle est tout à fait patente dans l'impossibilité d'avoir une documentation, je vous ai parlé de recensement, précise de la part des militaires avec le ministère de l'Outre-mer pour savoir combien il y a d'habitants, pour disposer de cartes, de relevés hydrographiques des lagons, etc., de ces différentes îles. En tout cas, retenez cette idée qui est quand même un peu fabuleuse, que le choix de la Polynésie, et à l'époque, je vous ai parlé d'un triptyque de 3 échelons, base arrière Tahiti, base avancée Hao et Moruroa comme essai. En fait, le premier choix, c'est Moruroa comme essai, et une seule base, ni Tahiti ni Hao, mais une base intermédiaire qui serait au Gambier. Ce choix, il a été fait uniquement sur la base d'une reconnaissance aérienne. Vous voyez, le général Thierry, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va décider quasiment à lui tout seul. C'est déjà ça en soi, c'est assez fou. Il fait cette grande circumnavigation aérienne en armant sous couvert d'une mission d'aviation civile, et donc il part dans le plus grand secret sous une fausse identité professionnelle. Il fait cette circumnavigation qui lui donne déjà ce sentiment. Il faut bien voir qu'il prend une constellation qu'il faut faire de nombreuses étapes et que déjà ça lui donne le sentiment vraiment physique de l'éloignement par rapport à la métropole. Soit dit en passant, on a pensé à la Corse, on a pensé au Massif central, on a pensé aux Landes, on a pensé tous les massifs montagneux de métropole à un moment pour ces essais, qu'on pensait pouvoir les faire souterrains. Donc il arrive en avion en Polynésie française, et il va faire 2 reconnaissances, une dans les alentours de Nouméa, enfin de la Nouvelle-Calédonie, et l'autre en Polynésie. Celle de Nouméa, qui paradoxalement ne va pas être retenue, est mieux faite puisqu'il arrive en avion, et qu'à Nouméa, il va jusqu'à Kumak, et à Kumak, il prend le Francis Garnier, dont on reparlera à plusieurs reprises, et là, il fait plusieurs jours de croisière pour se rendre compte vraiment directement dans l'élément marin des choses. Mais il choisit pourtant Moruroa à partir d'une reconnaissance purement aérienne. Vous voyez, en rouge, c'est un petit coucou. Non, c'est toujours son constellation, pardon. C'est toujours son constellation. Il vole suffisamment bas pour pouvoir juger et à l'estime, à l'œil nu, des profondeurs de la passe et du chenal de Moruroa. Donc, vous voyez, le mélange, c'est ça que j'aimerais aussi que vous compreniez, le mélange de savoirs coloniaux très à trous, très incomplets, de haute technologie, c'est-à-dire on peut armer un avion et on va fabriquer des armes qui peuvent détruire plusieurs fois la planète, et à côté de ça, de bricolage dans un espace dont les savoirs académiques, sur lesquels les savoirs académiques sont encore assez pauvres. Et donc, c'est accompagné d'un amiral, le contre-amiral Salmon, polytechnicien comme lui, il y a toute une histoire de réseau polytechnicien comme le général Thierry, que Thierry, à l'œil, dit, bon bah voilà, là si c'est tel dégradé, on sait que ça me représente telle couleur quand c'est moins 6 mètres, si c'est un peu plus foncé, ça doit être à peu près moins 9 mètres, etc. C'est sûr, cet empirisme qui nous paraît vraiment du bricolage que Moruroa est choisi. Alors évidemment, ils prennent conscience en revenant à Paris des trous de leur connaissance, et du coup Thierry va commander 3 campagnes en mai 62, à l'automne 62 et au printemps 63 pour développer leur connaissance maritime. Et la première campagne, elle est pour le coup purement maritime. On retrouve ce fameux Francis Garnier, qui est un vieil aviso, qui à lui-même, si on voulait faire une histoire des choses, a une histoire absolument passionnante parce qu'elle s'appelle Francis Garnier, qui est le nom d'un héros colonial du Second Empire. C'est un navire mussolinien qu'on a reçu en dommage de guerre, la France a reçu en 1947, etc. Bon, on pourrait faire toute une histoire de Francis Garnier, ce n'est pas le lieu. Mais le Francis Garnier permet à un équipage de 13 hommes d'aller définir plus précisément les sites, et ce sont eux
qui, en faisant cette fois le tour des sites envisagés d'une manière aérienne, et notamment des gambiers qui devaient être la base, comprennent que ça ne fonctionnera pas, les gambiers. Et à partir de là, alors vous voyez, je vous avais demandé de vous souvenir de la première carte qui est interdite. En fait, cette carte, c'est la carte que Durkos, qui est donc l'adjoint de Thierry, dresse à partir de ses observations avec le Francis Garnier pendant cette campagne du printemps 63, qui lui permet de définir la possibilité de construire une piste ou deux d'aérodrome pour ramener la bombe depuis une base avancée qu'on croit être encore au Gambier, la possibilité d'avoir des mouillages artificiels, d'avoir un chenal, d'avoir une passe naturelle éventuellement améliorable. Donc ça, c'est la première campagne. Deuxième campagne, une campagne de relevé hydrographique de l'automne 62 qui part sur des bases extrêmement ténues, puisqu'on avait bien un service géodésique et même un service hydrographique à Tahiti depuis 1953, mais qui faisait surtout les relevés de lieux considérés comme utiles, et à l'époque, c'est certainement pas les Tuamotu, donc on n'avait pas de carte, par exemple, de Moroa, c'est pour cette raison. Donc il y a toute une mission qui part avec 3 navires, 2 qui vont faire les relevés des Gambiers et de Moruroa, et puis un troisième qui part en marquise, parce qu'on espère encore à cette époque pouvoir faire des tirs non pas en puits mais en galerie dans les marquises, des tirs souterrains qui seraient mieux confinés. Ça ne fonctionnera pas. Troisième mission, hein, j'accélère parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, une mission mixte qui va vérifier vraiment l'adéquation des atolls à la réalisation des tirs, parce qu'il faut faire des tirs, il faut non seulement qu'on puisse les faire, mais qu'on puisse mesurer, et ça, on ne sait pas très bien comment le faire dans un environnement océanique, c'est-à-dire que dans un environnement désertique, c'était relativement simple de mettre des bunkers à quelques centaines de mètres stables, mais sur un atoll, on ne sait pas forcément très bien faire. Bon, et là, c'est l'occasion non seulement de développer, si vous voulez, les savoirs coloniaux, mais aussi des pratiques et des imaginaires coloniales, avec le recours à des intermédiaires, notamment pour passer les hoa, les petites passes. Vous voyez, il y a des passes naturelles, mais il y a parfois des passes naturelles qui sont ce qu'on appelle en polynésien des hoa, c'est-à-dire navigable avec 1 mètre à peine de tirant d'eau, parce que ça dépend des marées et des vagues, et qu'il faut vraiment savoir prendre. Donc, pour aller voir Fangatofa, dont je vous ai très peu parlé, qui est le deuxième site et qui est un atoll fermé, on va passer par un de ces hoa et vérifier qu'on pourrait éventuellement y faire une passe artificielle, ce qui sera très compliqué. D'ailleurs, à un moment, Thierry pensera commencer sa campagne d'essai par une bombe qui aurait une double fonction de mesurer pour les ingénieurs de la Dame la réalisation de leur engin vers la militarisation d'une bombe, mais aussi pour créer cette passe artificielle. Hein, les Américains avaient aussi des conceptions comme ça d'engins de chantier d'une certaine façon avec la bombe. Donc, cette troisième mission est l'occasion de raviver des pratiques et des imaginaires coloniaux. Je vous ai mis 2 citations qui sont particulièrement parlantes et que je vous laisse lire, ce qui me permet de boire un verre d'eau. Bon, voilà, j'ai bu rapidement. J'espère que vous avez lu aussi rapidement. En tout cas, vous voyez vraiment cette chose tout à fait formalisée que le corail millénaire, c'est-à-dire cette inertie de la matière, hein, cette histoire naturelle qui n'est pas très intelligente, qui va être vouée à la science atomique grâce à l'ardeur des colons qui ouvrent des nouveaux fronts. Et de même, le marin Camusot, dont je vais beaucoup vous reparler dans un instant, parce qu'il y a un marin qui va se heurter ici, qui est le Pacha, le chef du transitoire, on va dire, du CEP, dans les tout premiers mois des chantiers, va se heurter aux conceptions continentales. En effet, à Moruroa, Thierry, le général, hésite entre des installations durables à terre, comme dans le Sahara, comme ce qui a très bien marché à Reagan ou Inneker, enfin très bien marché non, parce qu'il y a plein de gens qui ont été irradiés, mais d'un point de vue fonctionnel, ça a fonctionné, ou quelque chose de plus navalisé, comme le voudrait Camusot. Camusot, qui est donc son délégué sur place, mais avec qui il ne va pas bien s'entendre, le marin, dit « Non, on va tout navaliser, les hommes sont sur des bateaux, on n'a pas besoin de faire de base vie, on fera les essais sur l'atoll, on partira pendant les essais, on reviendra quand ça sera propre. » À Moruroa, Thierry hésite. À Tahiti, il va choisir de faire une base arrière et il va être dans une espèce d'idée de regain impérial finalement. Il va investir massivement de milliers de militaires à la base arrière et il va également densifier autant que possible la base intermédiaire de Hao qui va passer de 200 habitants, j'y reviendrai, à 2000. Alors la sédentarisation croissante à Moruroa, je ne veux pas revenir trop dans le détail, mais en gros, retenez que le projet de Thierry, en fait, était quand même de navaliser, mais c'est qu'il va vouloir des paquebots qui vont devenir des hôtels, des bases vie flottantes, suffisamment bien équipés. Il va prendre des vieux paquebots qui transportaient les moutons entre l'Afrique du Nord, qui maintenant n'est plus française, et la métropole. Il faut les refonder, notamment avoir des bouilleurs indépendants pour qu'ils puissent avoir leur eau, pour désaliniser l'eau de mer. La climatisation, ça prend tellement de temps que quand ils sont prêts, eh bien, la base vie, notamment du CEA, est déjà sédentarisée à Moruroa.
De toute façon, la conception navale initiale va progressivement s'effriter parce que, un, on n'arrive pas à héberger tout le monde sur les paquebots, qu'on revient de plus en plus vite, et deux, parce qu'on a une rhétorique de l'innocuité des essais du moment qu'ils sont sous ballon. Dans un premier temps, on ne sait pas faire sous ballon, ça ne marche pas, les ballons pètent, il s'agit de les faire à quelques centaines de mètres d'altitude pour que les retombées sur les installations ne soient pas trop contaminantes. Comme on ne sait pas faire, on les fait sur barge. On les fait sur barge, on salit tout, on fait une cicatrice monstrueuse dans le lagon, on salit tout le matériel qu'il faut enlever et remettre à chaque fois. Quand on passe sous ballon, on considère que c'est propre. En fait, c'est pas si propre. Et en fait, on a commencé déjà à laisser des choses se salir parce qu'on n'arrivait pas, d'un point de vue logistique, à les enlever. Donc là, je vous ai mis une très longue citation qui montre qu'on a commencé à sédentariser avant même de passer sous ballon. La conception de la base avancée de Hao, j'y reviens un tout petit peu plus longtemps parce que je pense que ça peut vous évoquer des choses qui vous sont un peu familières, cette idée de carte postallisation des paysages dans ce genre de contexte. Camusot, le marin, a une conception la plus navale possible, mais aussi la plus locale, et il va lui-même créer en architecte les bases vie de Hao, qui est donc la base avancée, notamment pour les officiers, sur un modèle de village de vacances, ce qu'il assume complètement avec une double idée. Donc vous voyez bien ici, c'est le Club Med qui commence sur ce modèle. On a l'équivalent à Montréal au même moment en face de Tahiti. Et donc l'idée d'utiliser des matériaux locaux, d'utiliser le savoir-vivre et la technique aussi, donc une forme d'hommage à la technique de la circulation de l'air avec des toits qui ne sont pas collés, qui peuvent aussi anticiper d'éventuels problèmes de cyclones, etc., tous les risques naturels qui viennent se rajouter aux risques technologiques de la bombe, mais aussi une autre idée qui est très importante d'encadrement de la troupe et de démocratisation des sports bourgeois. Il le dit d'une façon tout à fait explicite dans cette citation, dans une lettre privée que j'ai retrouvée réservée aux bourgeois civils, donner le goût de la plongée sous-marine, de la voile, du ski nautique, etc. Et là, dans cette photo des militaires de l'époque, on voit qu'ils en ont en effet profité. L'idée aussi qui est derrière ça, c'est d'un développement ultérieur de la Polynésie française, puisqu'il s'agit d'un regain impérial des savoirs et des pratiques coloniales. Il s'agit aussi de permettre à la Polynésie de rester française, mais en n'étant pas une espèce de danseuse qui coûte cher, mais en ayant ces leviers de développement endogènes. Et pour cela, l'idée, c'est que les installations, et notamment les aéroports, les grandes infrastructures du CEP, vont permettre de développer le tourisme. Cette idée, elle n'est pas complètement folle, c'est effectivement en partie ce qui se passe, c'est encore aujourd'hui le cas. Quand vous allez dans une des îles des Tuamotu, vous allez très souvent faire une escale à l'aéroport de Hao, mais vous pouvez aussi très bien dire que quelqu'un qui a besoin d'une transplantation d'urgence du rein va prendre un avion, faire une EVASAN, une évacuation sanitaire, grâce à l'aéroport de Hao, etc. Donc cette idée du tuilage est à la fois assez cynique entre le CEP et le tourisme. D'ailleurs, sur le moment, Serhan Jérusalemi, qui est un des opposants au CEP, dit pour ce qui est du tourisme, je veux dire que le CEP est à l'opposé même du tourisme tel que nous l'envisageons. N'empêche que, objectivement, il y a bien aujourd'hui une réutilisation des infrastructures du CEP pour le développement touristique. Bon, Hao est aménagé comme un village de vacances, mais il est quand même passé de, vous voyez, 200 habitants autochtones au départ à 1939 en période de chantier et à 2700 en période d'essai. Donc c'est aussi des tensions et des mixités forcées purement masculines par ailleurs qui sont très compliquées, mais ce n'est pas forcément l'objet de notre propos, pas plus que le développement actuel de Hao, avec ici un projet de ferme aquacole chinoise qui est en train de se casser la gueule, qui aurait été évidemment une catastrophe écologique, mais qui montre les difficultés de trouver des moyens de réutiliser une ancienne base vie avec toutes sortes de problèmes d'infrastructures, mais aussi foncières, qui ne sont pas le cœur de notre propos aujourd'hui, mais sur lesquelles je pourrais revenir si vous le souhaitez. Thierry également réplique le modèle continental d'Aéré à Tahiti à la base arrière en dilatant bien au-delà de ce qui était prévu. Vous voyez, au départ, il y a une logique de casernement avec, en gros, un PC commandement près de Papeete, au Taoné, une base CEA à Maïna et une infrastructure collée sur l'infrastructure aéroportuaire civile pour la base aérienne militaire à Fa. Mais tout ça est donc relativement concentré. Mais progressivement, et puis il y a une base, un camp à Aroué en dur qui devient de plus en plus durable. Mais bon, tout ça est relativement dans une logique de casernement. Mais si vous comparez les baux signés au départ en 64 et ce qui se passe
finalement, progressivement, à savoir, on fait venir toute la famille, parce qu'on a choisi Tahiti notamment pour le charme de la vaïnée, mais les femmes des officiers ne sont pas ravies de savoir leur mari seul avec la vaïnée, eh bien, on va de plus en plus faire venir la famille et du coup ne pas laisser les gens dans le camp d'Aroué, mais louer des villas, je ne sais pas si vous arrivez à voir suffisamment bien, mais sur tout le trait de côte où il est agréable de vivre, eh bien, le CEA ou les armées vont louer des villas à prix assez fort pour loger et mélanger finalement davantage une logique de mixité bien au-delà du casernement initial et jusqu'à Mataia par exemple, hein, qui est un camp de vacances qui est ici et qui, là encore, sert un camp de vacances militaire hein, pour, si vous voulez, en gros, les gens qui ont séjourné longtemps dans les sites avancés et qui vont pouvoir décompresser dans toujours ce cadre enchanteur, carte postalisée par les armées. Donc, vous voyez qu'entre Maïna, finalement, et Mataia, c'est-à-dire à peu près l'endroit où tout le monde habite à Tahiti, les militaires sont présents, sans parler d'autres installations, mais enfin qui sont plus techniques, à d'autres endroits. Donc, aussi bien sur la base avancée de Hao que la base arrière de Tahiti, comme sur les sites, on a une sédentarisation et finalement une logique de moins en moins océanique. Malgré cela, les militaires sont bien obligés de découvrir que l'Océanie et notamment les Tuamotu, ce n'est pas le Sahara. Au départ, les projections se font pourtant sur une homologie, hein, c'est-à-dire que les marins sont un peu circonspects, notamment l'amiral Cabanier, qui est le chef d'état-major de la marine, critique et refuse même son concours au départ au général Thierry en disant que la conception générale du CEP qui a été retenue semble s'inspirer largement des précédents sahariens. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Baptiste Serran-Jérusalemi, lui aussi tire la sonnette d'alerte très vite, hein, puisque dès février 64, c'est-à-dire vraiment au début du chantier, il dit les grandes explosions américaines et russes sont passées dans les déserts. Bon, en l'occurrence, il se trompe, hein, il oublie stigmate des Christmas et des Marshall, mais peu importe. Alors qu'ici, elles se font sur un océan, c'est ça qui est intéressant, cet océan mouvant dont le courant nous ramènera jusqu'ici à Tahiti, même les résidus atomiques, avec tous les dangers que cela comporte. Cette idée, elle n'apparaît pas au départ à décideurs. Elle va leur apparaître progressivement, mais au départ, on est dans un excès de confiance, très clairement, comme on l'était dans le Sahara, avec l'idée que les essais seront propres, globalement, et que les explosions au sol produisent des retombées au sol immédiates, mais pas des retombées lointaines. Progressivement, le dispositif d'abord de sécurité et non pas de sûreté fait comprendre qu'on est dans une différence, notamment hein, pour tout ce qui est de contrôler les intrusions dans le Sahara, c'était relativement simple. Les équipages de navires marchands, c'est plus compliqué, hein, c'est pas la même chose que d'avoir juste un aéroport avec Air France qui fait venir juste quelques personnes. Donc la prise de conscience de la spécificité du milieu océanique, elle se fait non pas sur la sûreté sanitaire ou environnementale, mais sur la sécurité. Et là, il commence à prendre conscience de ce que disait Serran-Jérusalemi et qui fait écho avec une phrase que vous connaissez peut-être hein, de cet auteur très connu dans le monde polynésien, Epeli Aofa. Il y a un océan de différence entre le fait de voir le Pacifique comme des îles dans une mer lointaine ou comme une mer d'îles. Cette prise de conscience, elle va quand même avoir lieu progressivement dans le dispositif de sûreté avec la création de services mixtes de sécurité, notamment le SMSR, hein, service mixte de sécurité radiobiologique, qui a des moyens relativement importants, et surtout, ce qui nous intéresse peut-être encore plus dans la spécificité océanienne, le SMCB, c'est-à-dire cet organisme dont je vous parlais tout à l'heure au début, qui a collaboré avec le muséum, c'est-à-dire le service mixte de contrôle biologique qui, lui, prend en compte l'océan, malgré, je dois dire, une forme de scepticisme des politiques et même un cynisme assez glaçant de la part de Pompidou, que le Conseil de défense dit par exemple, pour la protection du poisson, c'est l'affaire de propagande plus que de réalité, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'il faut pour rassurer dans notre propagande les populations riveraines, étrangères notamment. Il faut que les gens soient persuadés qu'on fait tout le nécessaire pour éviter la contamination. Pour Pompidou, ça ne fait pas de doute qu'il n'y a pas de danger. Pourtant, Thierry lui-même aimerait bien en savoir un peu plus et il lance un véritable plan de renseignement, et je reparlerai dans ma troisième partie qui sera une conclusion vraiment très rapide. On dit toujours, hein, et je vois souvent dans la littérature spécialisée, que les Français n'espionnent jamais les Américains, qu'on ne s'espionne pas entre alliés, c'est pas vrai. Dès juillet 63, Thierry a demandé au chef d'état-major de l'armée que ses services, notamment à travers les attachés de défense à Washington, fassent une collecte de renseignements, mais du renseignement humain, mais aussi technologique, aussi poussé que possible, pour obtenir des informations, notamment concernant la contamination des poissons. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. L'idée
Il y a deux idées derrière ça. Est-ce qu'on se prépare face à un contentieux, c'est-à-dire est-ce qu'on dit on a fait ce qu'il faut et on fait des mesures pour vous prouver qu'on ne vous a pas contaminé, ou est-ce qu'on a une vraie préoccupation sanitaire? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a évidemment des logiques compliquées internes. Ce qui est certain, c'est que le chef du SMCB, qui est un général, au départ du CEP, un colonel, qui devient assez vite général, qui s'appelle Aberhart, qui est un type qui me fait plutôt une bonne impression, qui est sincèrement soucieux de son indépendance scientifique, d'avoir des moyens, mais qui est tout le temps en but, aussi bien face à ces deux tutelles, le CEA et les armées, puisque c'est un service mixte, qui lui refusent les moyens et qui lui refusent même parfois, j'ai retrouvé un carnet de notes assez elliptique, mais qui me paraît quand même assez clair, le labo de Maïna, c'est-à-dire le labo d'analyse des données de toxicologie sur les éléments radioactifs à Maïna, qui est donc près de Papeete, n'a pu analyser les échantillons prélevés au Gambier blackout. Donc vous voyez, visiblement, même le chef du SMCB ne fait pas ce qu'il veut, et il a pourtant conscience très vite des dites contaminations, puisqu'il prévient les premiers inspecteurs qui viennent inspecter le CEP, des généraux d'armée très importants, notamment le général Crépin, l'amiral Vedel et le contrôleur des armées Bouchard, qu'il y a bien eu une contamination des Gambiers. Je vais vraiment, ne vous inquiétez pas, parce que j'en suis déjà quasiment à 1 heure, surfer pour faire local vers ma conclusion en toute allure avec mon grand 3 sur l'idée qu'on a aussi un enjeu maritime qui est pris en compte par la circulation d'expériences entre les modèles anglo-saxons, principalement américains, et l'expérience française du CEP. C'est vrai du côté des décideurs dont je vous parle aujourd'hui, mais ce serait vrai aussi, je pourrais vous en parler, du côté de la construction. Par exemple, il y a des ouvriers portugais qui sont venus, donc vous voyez des circulations très importantes. Dans le militantisme contre les essais, vous avez vraiment des échanges transpacifiques, transatlantiques, dans l'espionnage dont je vous ai dit un mot. La première idée, c'est que la justification du choix du site se fait largement à travers le stigmate des anglo-saxons. Donc, il est légitime de faire un site d'essai dans le Pacifique français parce que le Pacifique anglo-saxon est déjà sali. Tout le monde le dit. Le général Martin, chef d'état-major en 62, il le redit en 63. Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, lors du Conseil de défense des civils du 27 juillet 62. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose que pour l'île Christmas. Thierry, quand il a besoin de son budget en centaines de millions pour commencer à construire le CEP, notre appréciation se base sur nos propres études et sur l'expérience de ce que nous avons tiré de la documentation sur les tirs de Bikini, Niweta et Christmas. Tout va bien. Ça garantit la faisabilité des choses, ça réduit les aléas. Et le bout de cette logique, c'est même de dire, si les Américains étaient sympas, ils nous auraient prêté leurs installations puisqu'elles existent dans le Pacifique, et du coup, personne n'a rien à redire du fait que nous créions nous-mêmes des installations et que nous fassions des essais dans le Pacifique, puisqu'on aurait pu utiliser le leur. Il y a un article de la revue de défense nationale qui est le premier à publiciser, parce que c'est une revue publique, le projet du CEP et les chantiers, et il y est dit en toutes lettres, ce qui est quand même assez fort de café, que la France aurait été en droit d'espérer jouir des champs de tir anglais ou américains du Pacifique Nord, ce qui aurait permis d'éviter la construction d'un nouveau centre. En tout cas, vous avez toutes les citations ici qui, je vous prie de me croire, montrent régulièrement que les anglo-saxons ont sali et que du coup, on salira moins qu'eux et que du coup, on n'a pas à se sentir coupable, pour faire vite. Mais c'est surtout pour compenser ces fameux béants, ces fameux trous du savoir colonial que les Américains sont sollicités, plus ou moins directement. Parfois, il s'agit uniquement d'utiliser la littérature ouverte. Par exemple, Lynn Johnson, qui a servi aussi à des essais, s'est accru de 10 hectares remblayés en coraux. Eh bien, c'est comme ça qu'on pense construire l'aéroport de Gambier, qu'on ne va pas finalement faire pour les premiers essais, mais suite au raté des premiers essais, parce qu'on va rajouter, si vous voulez, un aéroport pour mieux suivre le champignon, pour essayer de comprendre pourquoi il ne va pas là où on pensait qu'il allait aller. Le plan de recherche de renseignement va aussi permettre de répondre à un questionnaire dont l'étendue laisse un peu bouche bée. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait rien faire. On ne sait pas s'il faut faire les blocos sur la terre ferme ou en eau peu profonde dans le lagon. On ne sait pas si on peut y laisser du personnel pendant les essais. On ne sait pas si on peut laisser des navires. On ne sait pas au bout de combien de temps on peut revenir dans le lagon. Enfin, vous voyez, c'est très intéressant ce document que j'ai trouvé tout récemment. Ce plan d'action d'espionnage des États-Unis montre l'ampleur de l'ignorance française. C'est vrai pour la construction du site, c'est vrai aussi pour la mise en œuvre de l'arme et la contamination du site. Pas tellement pour des préoccupations environnementales, mais pour savoir au bout de combien de temps on peut réoccuper le site. Et donc là aussi, le questionnaire fourni par Thierry au chef de l'état-major de l'armée pour essayer de combler ces lacunes de connaissances montre qu'on ne sait pas grand-chose du temps de contamination du lagon, du degré de contamination,
et même des effets mécaniques, par exemple de la vague, qui sera créée par une explosion au ras du lagon sur ces barges qui sont fixées, amarrées par des plongeurs au fond du lagon qui fait quelques mètres de profondeur seulement. C'est aussi dans la rhétorique, cette fois plutôt financière, de Thierry, qui demande toujours plus d'argent pour développer sa base arrière de Tahiti, l'exemple américain de dire, bah oui, nous, on n'a pas la chance d'avoir Pearl Harbor comme ils ont en base arrière, donc on est obligé de créer ex nihilo la base arrière de Tahiti. Enfin, c'est dans le gouvernement du risque, de la question de la sûreté, notamment sanitaire, que les lacunes de la connaissance sont comblées en partie, mais là j'avoue que je n'ai pas forcément la réponse. C'est très difficile à documenter, malgré quelques ouvertures faites par la CIA. Là-dessus, je ne sais pas comment notamment le contre-espionnage américain a pu documenter les investigations françaises sur leur territoire. En tout cas, on voit que dans un deuxième temps, il rajoute à sa demande dans son plan d'espionnage de nouvelles revendications sur toute documentation sur la contamination des végétaux et des poissons résultant des explosions nucléaires et la décroissance de la radioactivité de l'eau de mer en fonction du temps. C'est-à-dire que progressivement, Thierry comprend qu'il ne s'agit pas seulement de ces installations, mais des populations riveraines même assez loin, parce que les thons, les dorades, etc., elles ne se contentent pas d'aller picorer du corail contaminé à Montrouroy et de rester dans les zones de Montrouroy, mais que ça peut circuler bien plus loin. Donc, il y a ce plan qui est demandé, vous voyez, dans un deuxième temps aux Américains, enfin, aux espions français aux États-Unis, pour aller plus spécifiquement documenter et d'une certaine façon aller un peu à l'appui des préoccupations d'Aberhart, le médecin général à la tête du service mixte de contrôle biologique, pour essayer de comprendre l'ampleur des circulations à travers le plancton et la consommation du plancton contaminé, notamment de la contamination des chaînes alimentaires pour les Polynésiens. Voilà, une troisième partie menée tambour battant qui va nous amener à une conclusion, même si je n'aime pas conclure. Seulement, retenez ce schéma qui vous montre que malgré tout, la politique de sûreté reste, malgré le milieu maritime, basée sur une logique de zonage qui est tout à fait illusoire, évidemment, dans un milieu océanique, c'est-à-dire l'idée que le champignon est en bouchon de champagne. Alors, j'ai interrogé beaucoup de gens de la dame, ils étaient très fiers de leur image de bouchon de champagne, qui pourtant me paraît un peu décalée, un peu trop festive pour ce dont il est question, mais cette idée que voilà, l'explosion va se diffuser en fonction des vents, exactement comme ça. Regardez comme ça tombe bien, toutes les terres habitées sont exactement à l'extérieur de bouchon de champagne. Donc, vous avez les Gambiers ici, vous avez Tourea et Reao ici, donc Reao qui a été bien étudié. Donc, le projet là, de recherche dont je parle là, de ce que j'ai fait un petit peu, mais c'est un ouvrage très collectif, ça donnera lieu à un ouvrage. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de ma collègue et amie Émilie Nollet, qui a beaucoup documenté la façon dont les habitants de Reao ont vécu le CEP. Et puis ici, Pitcairn qui les angoisse beaucoup, parce que là, pour le coup, parce que vous connaissez l'histoire de Pitcairn, qui est évidemment très, très romanesque, à savoir les descendants des révoltés du Bounty mariés avec quelques Tahitiennes, mais donc territoire de souveraineté britannique. Et ça angoisse beaucoup Messmer, par exemple, le ministre de la Défense, de ne pas contaminer Pitcairn. Alors, est-ce que ça a bien marché, ce zonage? Est-ce qu'il suffit de faire des jolis petits schémas? Alors, évidemment, ce schéma, il n'est pas fait comme ça, d'une façon purement arbitraire. La science est derrière, des calculs informatiques avec des IBM, là, une autre transfert, si vous voulez, technologique des Américains, qui ont permis de modéliser les retombées avec des observations statistiques de météo faites activement avec des stations météo. Ça fait partie, vous vous souvenez, de cette nucléarisation de l'ensemble de la Polynésie, parce qu'on a créé des radars et des stations météo automatiques un peu partout en Polynésie. Alors, est-ce que ça a marché? Non, malheureusement non. Et ça va être ma conclusion rapide, mais un peu navrée. Alors, elle a disparu la conclusion, j'ai trop insisté. Est-ce que vous avez toujours la main pour… Oui, j'ai la main, je défile comme je peux sur la gauche, plutôt mal que bien, mais bon, écoutez, c'est… Ah si, j'ai l'impression que j'y arrive. Oui. Voilà, on arrive sur la dernière image. Donc, je me suis abrité prudemment. Alors, juste, je ne sais pas forcément remettre en plein écran, je vais essayer. Je le fais. Vous faites, je vous remercie. Je me suis abrité derrière Flaubert, c'est toujours commode, qui est bien malin, lui, pour dire que la bêtise consiste à vouloir conclure. Donc, je vais pas conclure, je vous laisserai vous-même vous faire votre propre idée. Mais en gros, retenez l'écart entre ce bouchon de champagne et les Gambiers. Donc, je reviens juste un instant sur le schéma de l'image d'avant.
Non, ça ne marche pas. Enfin, vous vous souvenez que les Gambiers sont comme Pitcairn au sud-est du bouchon de Champagne et sont à l'abri. N'empêche qu'il y a une commission, dont je ne vous ai pas parlé, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais une commission de sécurité qui est largement consultative, qui est une commission d'ailleurs où il y a un ou deux seulement ingénieurs du CEA, et sinon qui est principalement faite de militaires, qui signale en janvier-février 66 que les travaux ne sont pas au point et qu'il faut prévoir des abris où les riverains, et notamment les habitants des Gambiers, disent-ils, spécifient-ils bien explicitement, doivent pouvoir trouver refuge en cas de retombée imprévue, malgré toutes les précautions météo, etc. Or, le premier tir est prévu le 1er juillet, il y a un court-circuit, ça ne marche pas, on le tire le 2 juillet dans des conditions marginales météo, comme ils disent, c'est-à-dire largement dégradées. Le nuage ne va pas à la bonne hauteur prévue, les vents dans ces couches qui ne sont pas dans le sens espéré, et les Gambiers sont arrosés dès la première fois. Et en plus, il pleut dans la nuit du 2 au 3, donc quelques heures après, donc au pire moment. Et du coup, les Gambiers sont arrosés. Et là, les Gambiers n'ont pas de... Alors, il y a un chef de poste qui s'appelle Renaud Derbet, qui est informé, parce qu'il a un capitaine qui s'appelle Vidal du service mixte de sécurité radiobiologique, qui lui dit, bah oui, là, on est sorti, on est irradié. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais ils peuvent mettre personne à l'abri, parce que les abris ne sont pas arrivés, parce que Thierry a dit en février, non, bah, ça pourra attendre la fin de la première demi-campagne, voire la fin de la première campagne, puisque les Gambiers ne risquent rien. Donc, vous voyez, cette appréciation-là, pour le coup, elle n'est pas océanique, hein, elle est météorologique, ça aurait été la même chose au Sahara, et on pourrait sans doute faire le même genre d'enquête au Sahara dans un autre contexte, avec des populations nomades dont les circulations étaient quand même pas si faciles que ça à prévoir et anticiper, mais c'est un autre sujet. La question, c'est, pour conclure, de savoir quel est le degré de cynisme éventuel des décideurs. Je crains malheureusement qu'il soit assez élevé, c'est-à-dire que Renaud Derbet, dans ses souvenirs, croit que tout était en place et aurait pu être fait pour construire les abris et les amener à temps, mais en fait non, parce qu'on avait décidé de ne pas le faire, parce qu'on voulait donner la priorité à la mise en place du premier essai face à une injonction politique, une pression politique qui est très importante, hein, qui est tout un autre débat, mais tous ces décideurs, notamment Thierry, que je ne veux pas du tout accabler par ailleurs, hein, qui est un des éléments du processus de décision, subit lui-même une pression très importante politique qui remonte jusqu'au général de Gaulle, qui était très pressé d'arriver non seulement à la bombe A, ce qui était fait depuis février 60 dans le Sahara, mais à la bombe H que les Chinois obtiennent avant les Français et que les Français n'obtiendront qu'avec un essai en 68, mais effectivement à marche forcée et non sans péril et conséquences sanitaires pour les Polynésiens. Je vous remercie, je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu long. Non, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, extrêmement complet, même si j'imagine que vous avez plein d'autres éléments. Alors, je vais essayer de départager l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai départagé ou pas? Oui, ça fonctionne. Donc, j'ai départagé. Bon, moi, j'aurais plein de questions, mais je vais peut-être laisser d'abord les personnes qui sont présentes poser leurs questions. Qui veut commencer? Non, personne seul. Émilie, très bien, merci. Oui, je voulais vous remercier beaucoup, Renaud Meltz, pour cette présentation, effectivement, qui était passionnante et qui lève le voile sur tout un pan de l'histoire française assez méconnue et difficilement aussi connaissable, hein, d'après ce que vous avez laissé entendre concernant les difficultés d'accès aux archives. Donc archives finalement explorées de fraîche date et dont on a aujourd'hui une trace en partie hein, dans l'ouvrage Toxique que vous avez mentionné et que nous avons à la bibliothèque d'anthropologie maritime du muséum. Donc je fais juste une petite aparté. Mais pour revenir donc à votre présentation, moi j'aurais plusieurs questions, mais je vais rester sur une question, une remarque concernant une espèce de paradoxe finalement que vous mettez en évidence. Sur le fait que voilà, on essaye de... bon, ce sont des îles, donc voilà, ça fait de doute pour personne, mais on va bien se le prouver quand même. Hein, donc on va, comme vous dites, en quelque sorte, naturaliser l'île, c'est-à-dire pouvoir justifier des conditions
qui pourront vraiment légitimer les essais qui seront entrepris. Donc, il y a à la fois l'insularité comme un état de fait, mais en même temps comme une production aussi sociale nécessaire pour vraiment entériner des décisions. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, la notion d'insularité à la fois comme quelque chose de donné et en même temps de construit. C'est intéressant ce parallèle et cet enchevêtrement, en fait. Il y a vraiment un encastrement des deux notions. Et ce qui m'a frappé, c'est ce paradoxe voilà, dont vous parliez. Hein, c'est vrai de dire que ces îles sont peu peuplées ou pas. Enfin, entre peu ou pas, il y a déjà une différence. Hein. C'est vrai que, je vois par exemple au Bikini, alors, votre présentation m'a beaucoup fait penser à un article de Elizabeth Delory, hein, The Myth of Isolate, et qui revient beaucoup sur ces expérimentations, notamment aux îles Marshall en particulier, et donc au Bikini, qui se passent dans les années en 1954. Je crois que l'expérience Bravo, c'est 1954, avec des taux de radiation absolument phénoménal. Enfin, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, tout se fait de manière encore plus spectaculaire. Et je ne sais pas en France si c'était dans ces proportions, mais voilà, il y a vraiment une atteinte des personnes dans leur intégrité physique qui est absolument désastreuse. Enfin, c'est vraiment un véritable raz-de-marée. Et c'est vrai que l'expérience française est différente. Mais on voit que voilà, les bikinis, c'est peu d'habitants. Ce sont des personnes aussi qu'on va déplacer. Aux États-Unis, il y a quand même une vision plus écosystémique qu'en France, où on va penser aux poissons qui sont irradiés. Enfin voilà, on a quand même des conceptions différentes. Mais je voulais en revenir donc au paradoxe, c'est que c'est qu'il n'y a pas ou peu d'habitants, mais en même temps, tous ces aménagements d'infrastructures en vue de procéder à ces essais, qui sont des essais donc liés à une dimension d'événement, mais après on projette aussi des retombées plus durables avec ces installations qui pourront permettre effectivement des développements d'ordre touristique. Enfin voilà. Donc, et forcément qui vont nécessiter, tant au moment de leur construction qu'au moment de leurs usages, multiples par la suite, qui vont nécessiter finalement la présence de personnes et l'inscrire finalement cette présence de personnes dans le long terme. Donc voilà, moi c'est un des éléments qui m'a le plus frappé, c'est que on est à la fois dans l'idée d'un désert, hein, mais que le désert il masque finalement d'autres enjeux, hein, qui sont des enjeux quand même pour pouvoir réaliser ces expérimentations, pour pouvoir les mener à bien et pour pouvoir envisager le futur, l'avenir de ces territoires. On imagine quand même des installations qui permettront d'autres emplois, d'autres usages par la suite. Voilà, donc c'était ma principale remarque. Avec une dernière mini-question concernant j'étais intéressée par ce renoncement finalement à installer au Kerguelen, hein, une base d'expérimentation. C'est vrai que c'est frappant parce que là, pour le coup, on se dit vraiment, là, il n'y a vraiment personne. Hein. Il n'y a pas de question autochtone, il n'y a pas de présence autochtone. Et pourquoi pas alors à ce moment-là? Parce que finalement, ça fait plus île déserte que ces îles, ces atolls finalement qui vont être retenus. Alors, j'ai envie de réagir à chacune de vos remarques parce que effectivement, c'est l'occasion et le moyen d'approfondir et de compléter. Toxique documenté sur les documents déclassifiés 2012-2013 et donc lecture très, très intéressante qui publicise ces documents qui étaient à la disposition des chercheurs mais qu'aucun chercheur n'avait encore exploité, hein, faut bien le dire. Donc, c'est tout à fait neuf. Là, je fais un tout petit peu d'autopromo. Nous, on sort un bouquin qui donc va non seulement utiliser ces archives, mais celles dont on a obtenu la déclassification depuis. Ça devrait sortir chez Vendémiaire. Enfin, ça sort le 4 avril, ça s'appellera Le Deuxième Contact, histoire du CEP, je ne sais pas exactement quel sera le titre, mais enfin voilà. Et donc, qui sera la somme de ce que les 15 chercheurs de l'équipe, en gros, ont produit. L'essai Bravo de 54, alors, j'ai parlé beaucoup de modèles ou de duplication, mais là, pour le coup, c'est le contre-modèle absolu pour les Français. C'est effectivement ce qui a alerté l'opinion publique, puisqu'il y a un chalutier japonais qui a quelques 190 km de mémoire, je dirais, de l'essai Castle Bravo, et qui va voir des marins mourir, contaminés. Et donc là, c'est l'obsession, pour le coup, non pas sanitaire, mais du scandale international, hein, c'est-à-dire devant l'opinion publique internationale, surtout ne pas refaire la même erreur. Donc c'est à la fois un contre-modèle, à la fois quelque chose de rassurant, on ne fera jamais aussi mal. D'abord, ce Castle Bravo et une explosion mégatonique avec les Français à l'époque,
Ils arrivent, donc mégatonique, vous voyez, Hiroshima, de mémoire, c'est 15. Les premiers essais français, c'est 45. Ceux qu'on fait, les premiers en Polynésie, c'est 100, 120 dans les plus gros. Et on va faire 2 fois du mégatonique plus tard, une fois qu'on aura la bombe H. Donc, bravo, on sait qu'on ne fera pas aussi mal. N'empêche qu'on a très peur d'avoir encore un chalutier japonais ou autre qui passerait par là. Les déplacements dont vous parliez, c'est très intéressant parce que c'est prévu au départ. La question, c'est est-ce qu'on le fait ou psychologiquement, c'est pas bon de le faire? Et là, il y a vraiment plusieurs doctrines. Et pendant les 2 premières campagnes qui sont justement pas mégatoniques, on décide de ne pas le faire. Alors, il y a 2 types de déplacements. Préventif ou curatif. Préventif, c'est-à-dire on sait que ça risque d'être sale de toute façon, donc on enlève les gens. Et curatif, c'est si on voit que le nuage n'a pas pris la direction prévue, une fois qu'on voit que les gens sont en train d'être contaminés, pour réduire au maximum, on vient vite les chercher en bateau, voire en hélicoptère, on les sort, comme c'est toujours des petites quelques dizaines de personnes, et on les exfiltre sur une autre île ou sur un chaland, enfin sur un navire qui peut accueillir du monde. Donc, ça, c'est plutôt ambivalent, mais l'idée, c'est qu'au départ, on dit on va faire les 2. Puis finalement, en 66-67, on fait aucun des 2, c'est-à-dire ni préventif ni curatif, alors qu'on sait, comme je vous l'ai dit, que les gambiers sont contaminés, qu'on n'a pas pu les abriter parce qu'il n'y avait pas d'abri tortue, et donc on fait le choix non seulement de ne pas les abriter, mais pas les exfiltrer. Et là, c'est clairement un choix politique, c'est-à-dire que j'ai retrouvé malheureusement des échanges, des prises de notes un peu informelles, où on dit très clairement, si on dit que les gambiers sont contaminés, c'est une façon de dire que Pitcairn est contaminé, donc c'est fini des essais dans le Pacifique. Et c'est peut-être même fini la présence française dans le Pacifique. Ils dramatisent énormément. Ils ont toujours cette espèce de rapport obsidional aux anglo-saxons dans la région et le sentiment que les Anglais et les Américains vont les vider du Pacifique. Or, c'est au contraire l'occasion de replanter le drapeau de la France. Donc, on ne communique pas, gouvernement du secret, et on n'exfiltre pas les populations, ni préventivement, ni curativement. En revanche, en 68, quand on sait qu'on va faire Tamouré, c'est-à-dire du mégatonique, là, on évacue préventivement, mais sans le dire, les habitants de Touréa. C'est 60 personnes à peu près, donc un des atolls riverains les plus proches. Et alors, comment est-ce qu'on finit par l'apprendre? Vraiment par la bande, c'est là que l'histoire rattrape l'histoire. C'est assez drôle, on voyait des fils chronologiques très différents, des histoires très différentes. Vous disiez, ça ne fait pas partie de l'histoire de France, dans notre imaginaire, pas du tout le CEP. En revanche, mai 68, on connaît. À cause de mai 68, dissolution de la Chambre, élection, et du coup, les habitants de Touréa, qui sont déplacés dans le fameux camp de vacances de Mataya, dont je vous ai montré quelques images tout à l'heure, vous savez, l'endroit où les militaires français peuvent se détendre, ils ne peuvent pas voter, et du coup, il y a un des opposants du CEP qui voit que la totalité des habitants de Touréa n'a pas voté aux élections législatives précipitées, et du coup, ils comprennent qu'ils ont été exfiltrés, ils demandent des comptes, ils n'en ont pas vraiment, puis finalement, dans la presse, il y a un entrefilet qui explique qu'on a offert des vacances aux habitants de Touréa sans lier ça à l'essai. Et d'ailleurs, on retrouve dans les archives territoriales de Polynésie, très intéressant, une espèce de supplique extrêmement digne et assez maligne aussi, qui montre qu'il y a quand même de la chantilité polynésienne en disant, pour l'instant, on ne vous a pas trop promené avec vos essais, alors qu'on est quand même aux premières loges. Donc, vous allez non seulement, puisque vous allez nous exfiltrer, mais vous allez nous faire des jolies vacances et vous allez nous emmener aux fêtes du Tourai, c'est-à-dire du juillet en tahitien, qui sont des grandes fêtes à pas péter. Et on va profiter aux frais du contribuable un peu de cette exfiltration pour que ce soit un moment agréable. Donc, je trouve ça intéressant, vous voyez, de montrer que les Polynésiens sont objectivement des victimes, mais ne se complaisent pas forcément dans ce statut de victime et ont quand même une forme d'agentivité. Donc voilà pour le déplacement, c'est le seul qui aura eu lieu. Il sera très confidentiel, mais il sera quand même très organisé. Il y aura 2 ou 3 personnes. Il habité, pas habité, vous disiez, c'est tout à fait juste. Et c'est un des gros problèmes d'ailleurs qu'on retrouve. Et c'est pour ça que toutes les préoccupations sanitaires, elles sont toujours un peu ambiguës, parfois un peu hypocrites. C'est-à-dire qu'il y a une dimension sanitaire et il y a une dimension toujours norme internationale et contentieux. Il y a tout ce groupe qu'on appelle le groupe des Actéons, qui sont des îles qui sont, et comme Moruroa lui-même, qui va devenir complètement impossible d'accès, qui sont des îles qui voient des campagnes soit de nacre, soit de copra, c'est-à-dire que les gens qui viennent 2-3 mois, d'ailleurs au moment où les premières campagnes d'exploration dont je vous ai parlé de 62-63, ils retrouvent un endroit pour faire du feu, une petite maison à Moruroa, ils voient bien qu'il y a des campagnes de nacre. Bon, Moruroa c'est fini, ils n'ont plus accès, les habitants du coin, mais il y aura quand même des campagnes de nacre, et il y a un moment où on décide d'autoriser ou pas le retour en 67, après la première campagne, dans certaines de ces îles, notamment l'île Maria et l'île Marutea. Et là, ils disent, il y a 2 possibilités. Par rapport aux normes internationales, on peut les faire revenir, on est juste bien.
par rapport à la santé, c'est pas très raisonnable parce qu'en fait, ils vont consommer par rapport aux normes internationales ce qu'on va calculer, ça sera bon, mais en fait, sur place, évidemment, pas de magasin, c'est des îles où il n'y a rien, donc ils vont consommer que des bonitiers, enfin pardon, pas des bonitiers, des bénitiers, pardon, enfin, vous voyez, des coquillages sur place. Et là-dessus, il y a une accumulation terrible de radioactivité qui se fait, etc. Donc, il ne faut pas le faire. Je ne sais pas le fin mot de l'affaire, de savoir s'ils ont été autorisés ou pas, les archives ne le disent pas, mais vous voyez, il y a toujours cette espèce de double standard. Donc, Montruroy, pas d'habitants, les Actéones, etc., pas d'habitants, mais des gens qui viennent. Et puis, toutes ces autres îles, effectivement, c'est 60, 70 habitants à Torrea. Et donc, au moment où ils sont exfiltrés un peu de force, eh bien, il y en a 2 qui refusent de repartir, qui veulent garder l'île. Donc, vous voyez, il y a des situations différentes. Les Kerguelen, dernier point, très intéressant. Non, les aménagements, infrastructures plus ou moins durables. Oui, il y a un regain très clairement. C'est-à-dire qu'en 55, 56, 57, les Français disent qu'est-ce qu'on fait de la Polynésie? Est-ce qu'on la largue? Est-ce que c'est un conflit d'empire qu'on peut garder ou pas? Si on la garde, il faut trouver un moyen de développement. Ça pourrait être le tourisme. Et donc, il y a cette logique de tuilage. Et l'idée que le CEP ne durera pas. Au début, le CEP, ils ne savent même pas, ça va durer 10 ans. Hein. Donc le CEP va durer en fait plus longtemps que ce qui était prévu. Et en revanche, une anticipation non seulement du développement, mais aussi, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Et on voit que les Français sont quand même des grands sentimentaux et des grands rousseauistes. Une anticipation de la dénaturalisation de la Polynésie. C'est-à-dire la Polynésie ne sera plus la Polynésie. Et d'ailleurs, les journaux américains de la région, de Hawaï, de la côte Est ou d'Australie disent « Ah, les Français avaient gardé la dernière réserve un peu naturelle avec Tahiti. Nous-mêmes, on a… » Dans le sous-texte salopé Hawaï. Et là, on avait une dernière chose qui ressemblait au paradis perdu. Et les Français vont le salir. On va rentrer dans la modernité une fois pour toutes. Les 30 Glorieuses vont rattraper Tahiti. Et les administrateurs français, hein, que ce soit civils ou militaires, regrettent. Ils disent qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas trop altérer, ne pas trop acculturer le Polynésien et ne pas trop le faire dévier de sa propre trajectoire qui est hors histoire mais qui est précieuse pour nous parce qu'on a aussi besoin de cette altérité, de cette différence. Enfin, les Kerguelen, c'est peut-être le plus cynique, mais ça ressort très clairement un petit peu des archives, mais c'est très difficile à percevoir, plutôt des entretiens que j'ai pu faire notamment avec un ancien directeur des applications militaires du CEA, c'est que les militaires, le CEA préfère les Kerguelen pour des tas de raisons, parce que c'était plus simple, effectivement, il n'y avait pas de population, et ils pouvaient faire des tirs souterrains qui, en termes de mesure, étaient plus simples. Et très clairement, c'est la Vaïné. C'est l'attrait, enfin, pas seulement la Vaïné, c'est le combo lagon, sport nautique, Vaïné, qui fait que les militaires pressent énormément pour la Polynésie. Et d'ailleurs, il descend même pas à terre, hein, encore une fois, à Moruroa. Thierry, il est enchanté à l'idée que ça va se faire là, et tous les militaires sont très contents de faire leur aventure sous les tropiques, plutôt qu'à l'endroit où il y a des vents toute l'année, où il fait très froid et où il n'y a pas âme qui vive. Et s'accoupler avec un pingouin, c'est toujours moins sympathique, je sais pas si c'est un pingouin Kerguelen, qu'avec une Vaïné. Et le fantasme sexuel est très très puissant hein, aussi dans les représentations des militaires. Voilà pour toutes vos questions. Merci beaucoup pour ces réponses très éclairantes. C'est vrai que je suis très étonnée parce que les îles Kerguelen, et après je vais laisser la parole aux étudiants, hein, c'est que, et à Léo Martin qui est là, je vois, c'est qu'en fait, on avait en plus beaucoup de connaissances naturalistes sur la géophysique aux îles Kerguelen. Enfin, il y avait un terrain, une continuité possible finalement en termes d'exploration, d'expérimentation qui était complètement désignée finalement. Mais finalement, bah, effectivement, la Vaïné l'emportera sur la raison finalement. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Léo, je te laisse la parole. Ouais, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, j'ai juste une petite remarque, du coup, puisque la question, elle a déjà été débattue par rapport à ce fantasme de faire ça en Polynésie. Je pense qu'effectivement, dans les Kerguelen, ça aurait été impossible. Et j'ai été en lien avec des gens qui sont allés à la fois au Kerguelen et en Polynésie pour les activités militaires. Et dans les histoires qu'ils me racontaient, il y avait vraiment, mais alors vraiment une idée de Club Med sur place, en Polynésie. Et je pense que ça aurait été impossible à mettre en place au Kerguelen, ce type d'ambiance. Et il fallait vraiment convaincre des gens d'aller là-bas, en plus avec cette activité nucléaire. Donc, en fait, j'avais cette question sous le coude. Donc là, j'en ai plus beaucoup, mais je suis pas du tout surpris de ce que vous avancez comme réponse. Ça m'étonne vraiment pas. Et ensuite, je pense qu'il n'y avait pas la structure nécessaire pour accueillir. Les bases se sont construites dans les années 50 dans des conditions déplorables, avec vraiment des conditions d'aménagement très très sommaires.
Et en plus de ça, certains naturalistes étaient quand même déjà passés et ont commencé à entrevoir des idées en fait de sanctuarisation de ces espaces. Alors je ne sais pas si ça ressort dans vos archives, mais comme on avait déjà du mal à valoriser d'un point de vue économique les terres australes et antarctiques françaises, on commençait déjà à avoir des biologistes et des naturalistes qui se saisissaient de ces questions de protection assez tôt en fait. Donc peut-être qu'il y a eu un choix après politique hein, par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'il Oui. en ressort du coup dans les arguments, si vous avez des éléments là-dessus. Oui, bah, ce qui est intéressant, c'est que les Kerguelen, c'est un serpent de mer et qu'en fait, ils sont tout à fait capables de le ressortir. Bon, en gros, le processus de décision sur le choix des sites, il est extrêmement compliqué parce qu'il ne s'agit pas toujours de tester la même chose et c'est dans un contexte géopolitique qui est mouvant. Mais globalement, on passe de l'idée qu'on va tester la bombe A en atmosphérique, ça pose trop de problèmes, donc on passe en souterrain. Puis, parce qu'il y a eu le traité de Moscou entre-temps, puis les Russes, les Soviétiques du moins, renient leur propre moratoire dans les essais atmosphériques, donc on revient à des essais atmosphériques mais plus lointains. Mais l'idée sous-jacente politique, c'est qu'il va falloir quand même repasser à des essais souterrains. Or, en choisissant la Polynésie, on ne choisit pas la facilité parce qu'on ne comprend pas qu'on va pouvoir faire des puits verticaux dans les atolls. Donc, il va falloir faire ça dans ce cas-là aux Marquises, qui s'y prêtent pas forcément très bien. Et du coup, c'est fou, hein, parce que la première campagne, c'est en 66. Dès la fin de la première campagne, les Kerguelen, qui ont été donc effacées en 61-62, alors qu'elles avaient la faveur des ingénieurs de la Dame, sont revenus sur la table. Ça rend fou Pompidou. Hein, il y a un conseil de défense, que là, pour le coup, j'ai pu avoir accès quasiment à toutes les archives du Conseil de défense. Et Pompidou, Premier ministre, dit en 66-67, comment ça, mais on vient de choisir la Polynésie, on vient de dépenser des milliards pour construire la Polynésie, et vous me dites maintenant que finalement les Kerguelen, ce serait mieux pour faire en souterrain. Débrouillez-vous en gros pour faire ça en souterrain en Polynésie. Et il y a Mesmer qui dit non, quand même, les Kerguelen, ce serait bien, ce serait beaucoup moins de problèmes, etc. Donc je pense que l'idée de la sanctuarisation, oui, elle est là, mais s'il faut s'asseoir dessus pour des enjeux qui sont vraiment de raison d'État, vraiment le nucléaire est tellement majeur dans cette époque gaullienne, qui serait revenu, et c'est parce que, et là je pense que c'est aussi grâce encore à des transferts de technologie américaine et peut-être aussi des progrès du forage pétrolier, qui comprennent qu'ils vont pouvoir faire des forages de plus de 1000 mètres verticalement, qui permet de sortir, si vous voulez, de la partie calcaire du sommet de l'ancien volcan, pour arriver dans la roche basaltique du volcan de l'atoll, où en fait l'explosion fait une réaction chimique de vitrification qui permet de conserver, de piéger la totalité des particules, qu'on se dit alléluia, on reste, et c'est même génial, on n'a même pas besoin d'aller aux Marquises de refaire ce qui ne marchait pas, parce que finalement les tirs en galerie horizontale comme on a fait à Heinecker, ça a été une catastrophe. Dès le tir Beryl, on a contaminé tout le monde, sans doute le tir le plus salissant, qui a d'ailleurs contaminé Mesmer et Palevski, hein, qui ont été tous les deux contaminés assez salement. Et Palevski est mort d'un cancer qu'il a toujours attribué lui-même à cette contamination. Donc, les Kerguelen étaient là en 61, reviennent en 66. On a sans arrêt une espèce de nomadisme nucléaire qui vise une espèce de carrousel impérial, tous les territoires impériaux. On pense aussi d'ailleurs à Djibouti à ce moment-là, de faire ça quelque part dans la côte des Somalies. Et on envoie des géologues sans arrêt un peu partout tester des endroits, dire oui, alors on pourra faire ça en souterrain, mais avec une limite de puissance. Et il y a toujours ce bénéfice-risque entre des considérations techniques de mesure, de qualité de mesure, et politiques, c'est-à-dire est-ce que dans une zone avec des riverains qu'on embête, et est-ce qu'on a des risques de pollution par rapport à la puissance qui sont importants. Mais donc les Kerguelen reviennent de 67 de façon assez importante, et je pense que les Kerguelen, si on avait été au Kerguelen en 62, on aurait fait directement du souterrain et donc on n'aurait plus jamais bougé. Le problème se repose en 66 parce qu'on est en atmosphérique et qu'on a de nouveau des oppositions politiques assez importantes face aux atmosphériques. C'est-à-dire que nous, on a complètement oublié, c'est un aspect dont je n'ai pas parlé, mais Lima et La Paz, enfin la Bolivie et le Pérou sont absolument furieux. Ils associent d'ailleurs certains épisodes sismiques chez eux aux essais français. Donc il y a une tension diplomatique assez importante. Il y a la Nouvelle-Zélande et l'Australie, bien sûr. Alors les Américains et les Anglais ne nous embêtent pas trop parce qu'on est dans un contexte de guerre froide, etc., où on ne doit pas trop nous embêter. Mais voilà, quand il faut repasser au souterrain, on repense sérieusement à Kerguelen. Et puis donc, au début des années 70, on comprend qu'on va pouvoir faire ça en souterrain en Polynésie. Donc les Kerguelen, cette fois, sont complètement effacés. En revanche, les Kerguelen en atmosphérique, c'est vrai que ça aurait été compliqué parce que là, pour le coup, les vents très importants auraient disséminé dans tous les sens les nuages. Donc c'était difficile à maîtriser. Une autre question, non? Est-ce que vous avez des questions, les étudiants en salle? Très sages, derrière leur masque. Non?
pas de questions. Moi, j'avais, en attendant que vous ayez, j'espère que vous m'entendez, parce que je vois une mauvaise qualité de mon réseau. Mais bon, moi, j'avais deux questions. Une première question qui était au niveau de la manière dont ces essais nucléaires avaient peut-être isolé certaines îles qui sont devenues inaccessibles. Et donc, par rapport à ce réseau d'îles et à ces circulations polynésiennes qui sont très importantes, comment ça a pu impacter ou quel type aussi, alors peut-être de commencer par ça, quel type de corridor ou d'interdiction on a mis entre ces îles. Vous avez parlé de la nacre, du copra, et donc on voit bien que ça a dû modifier quand même un certain nombre d'activités de circulation entre ces îles qui sont très, très importantes au sein d'un archipel et entre les archipels. Et ma deuxième question, vous l'avez, j'ai vu rapidement et je sais qu'il y a aujourd'hui une réflexion sur l'enseignement du fait nucléaire en Polynésie française. Vous avez cité Yvette Tomasini et c'est la manière dont sont conçues les îles. J'ai lieux isolés, vides, improductifs, méconnus, avec des imaginaires de pionniers héroïques, de paradis, mais que l'on va salir, et puis des autochtones vus quand même de manière très, très négative. Comment on enseigne ou comment on parle de ça à une population qui vit, qui a un imaginaire totalement différent de ces îles. Et cette rencontre entre un imaginaire colonial occidental et cette manière de vivre les archipels, les îles en Polynésie. Merci beaucoup pour cette question. Alors, la première question, c'est l'isolement durable des îles et la maîtrise du foncier. En fait, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est très intéressant. Il y a eu 4 types d'appropriation du foncier différents. La cession, plus ou moins forcée, j'y reviens dans un instant. L'expropriation, donc la cession du domaine public du territoire à l'État qui les recède aux armées, l'expropriation par les armées, l'achat amiable et la location. Et ce qui pose le plus problème symboliquement, politiquement, qui est une question encore ouverte pour les Polynésiens, c'est la cession qui a été faite sous pression, très clairement. C'est-à-dire que l'Assemblée territoriale a voté, mais un peu le couteau sur la gorge, la cession des atolls de Moroa et Fangatofa. Or, ces atolls sont encore nucléarisés dans la plénitude des sens du terme, dans la mesure où ils sont non seulement, il y a encore du plutonium dans certains endroits plus ou moins, enfin, bien identifiés, etc., du lagon, etc., bon, toutes sortes de déchets qui ont été océanisés, mais aussi à eau pour le coup. Mais ces atolls sont contrôlés par l'armée avec une présence continuelle de sections, pas de régiment, mais enfin de quelques hommes, parce qu'il y a un dispositif d'observation qui s'appelle TELSIT de l'activité sismique qui a été créé. Je vous ai parlé de ces puits, de ces forages très importants pour faire des essais souterrains. Ils étaient bons pour l'environnement en termes de rejet dans l'atmosphère, de non-rejet dans l'atmosphère de particules toxiques. En revanche, ils sont mauvais dans une mesure qu'il est difficile à un ignorant comme moi d'évaluer, en termes d'activité sismique et de stabilité du socle basaltique qui fait qu'il pourrait y avoir un effondrement un jour de la couronne, enfin donc de l'atoll, qui créerait un tsunami qui pourrait avoir des effets évidemment très embêtants pour les îles riveraines, notamment celles qui sont habitées, et puis qui relibérerait dans ce cas-là des particules toxiques. Donc, si vous voulez, Moroa dans l'imaginaire polynésien et notamment dans la culture politique des partis indépendantistes qui peuvent être par ailleurs plus ou moins coagulés ou en coalition avec des mouvements ou des partis sensibles aux questions environnementales. Bon, Moroa, c'est central, effectivement, c'est la métropole, la raison d'État qui s'approprie un territoire, qui ne le rend pas et qui ne publicise pas tellement ce qui s'y passe, puisque les gens n'ont pas le droit d'y aller, c'est un territoire militaire, il faut être invité par un militaire. Moi, j'ai été à titre personnel invité par un militaire, mais voilà, vous ne pouvez pas y aller comme vous voulez. Et cette surveillance scientifique est le fait du CEA et des armées, mais par exemple, ça échappe
à la différence des autres installations militaires, à l'Andrin par exemple, enfin, vous voyez, aux différents organismes de surveillance des activités nucléaires. Donc, oui, ces îles-là qui ont été cédées à titre gratuit dans mon souvenir d'ailleurs, mais je suis plus tout à fait sûr, parce qu'il y avait deux choses, il y avait l'île et il y avait le bail amphithéotique que le territoire avait contracté avec une société qui s'appelle Tahitien, qui était d'ailleurs un capitaux suisse qui inquiétait beaucoup les Français, parce qu'ils avaient peur que ça serve de tête de pont à des espions, pour exploiter la cocoterie de Montruroy. Et donc cette société, d'ailleurs, je ne suis pas certain de ne pas dire une sottise, mais il me semble qu'il y a toujours un contentieux sur le règlement du bail de cette société ou des ayants droit de cette société. Enfin bon, voilà, ça c'est une vraie question. Ensuite, les autres atolls, comment ils vivent aujourd'hui leur stigmate nucléaire, c'est très intéressant. Une île comme Hao, par exemple, pendant la table ronde, c'était un vrai dialogue de sourds. C'était typiquement le local et l'étatique. Vous aviez la maire de Hao qui écoutait benoîtement l'exposé que lui faisait le responsable de la sécurité nucléaire, un très haut placé du CEA, qui lui disait « on a tout bien nettoyé, il y a une zone où effectivement il y avait encore des résidus de plutonium, mais bon, ça on ne pouvait pas les enlever, c'était tellement mêlé au sol, donc on a bien bitumé et c'est parfait. » Et là vous aviez la mairesse de Hao qui disait « attendez, vous parlez de cet endroit où il y a les aïtos, c'est-à-dire les arbres très durs, dont les racines ont soulevé depuis longtemps le bitume, où les enfants jouent au basket et où tout s'effrite. » Elle disait « ah non, non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. » Elle disait « venez voir. » Bon, moi, je n'ai pas été voir, mais vous voyez, il y a toujours la culture empirique de la mairesse et puis l'expert qui, à Paris, vous explique que tout va bien. Bon, il y a ça, si vous voulez, donc des stigmates qui sont d'ailleurs parfois des recyclages heureux, hein, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont réutilisé, des particuliers qui ont réutilisé. Par exemple, l'armée a apporté l'adduction d'eau, l'électricité à Hao, donc il ne faut pas voir les choses de façon trop binaire. Il y a des gens qui se sont appropriés des infrastructures, des installations. Il y a une anthropologue luxembourgeoise qui s'appelle Liz Kaiser qui nous a fait une intervention très intéressante. On voyait comment une habitation particulière avait complètement réutilisé le bar de la base vie et comment c'était devenu quelque chose de complètement voilà, réapproprié. Mais ce que moi je trouve finalement le plus intéressant, c'est plutôt l'absence de patrimonialisation des choses, c'est-à-dire qu'à Tahiti, vous n'avez pas vraiment de monument. Alors, il y a un projet de centre de mémoire, mais il patine, hein, pour l'instant, il n'existe pas, donc il n'y a rien qui montre les choses. Et alors, plus intéressant encore, parce que c'est vraiment tout récent, à Turea, qui est une des îles, donc îles dont je parlais, qui a été évacuée, la seule qui a été évacuée préventivement, il y a encore un bunker qui est là, monstrueux, qui n'a pas été nettoyé d'une certaine façon au moment du démantèlement, parce que le démantèlement s'est fait en plusieurs fois, mais jamais complètement. Et là, du coup, l'armée, dans sa communication, enfin l'État français même dans sa communication, a dit « on va enlever le blocos de Turea, on va nettoyer ça ». Et là, Oscar Temaru, qui est le leader indépendantiste, une vieille figure, le vieux métois indépendantiste, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent soit juste pour autant, hein, il ne s'agit pas de sympathiser avec les uns avec les autres, a dit, mais moi je trouve ça très révélateur, il a dit « ah ben voilà, ils veulent effacer ». Et ils veulent faire comme si c'était jamais rien passé. Et du coup, soit l'armée nettoie, mais elle est suspecte d'effacer, soit elle ne nettoie pas et elle salit d'une certaine façon. Et puis il peut y avoir, alors, en l'occurrence, c'est du béton, sans pas que ce soit trop sale, mais à Hao, par exemple, il y avait non seulement le plutonium, mais il y a eu l'amiante, etc. Et il y a encore des métaux lourds toxiques qui ne sont pas entièrement nettoyés. C'est encore un dossier qui est sur la table, qui est en cours de règlement, mais qui n'est pas encore tout à fait réglé. Et donc, vous voyez, on est, à mon avis, dans un déficit actuellement de patrimonialisation et de décisions conjointes des acteurs locaux avec l'État pour incarner justement cette histoire qui a été si importante, mais qui a été assez diffuse dans un espace très vaste. Et puis, c'est toujours le même problème avec le nucléaire, c'est quelque chose d'invisible. Hein. La toxicité nucléaire, elle n'a pas d'odeur, elle ne fait pas de bruit, elle est dans l'invisibilité. Et donc, il faut trouver des moyens, des artifices pour rendre visible la communication. Puis, votre autre point, il est très intéressant aussi, c'est l'enseignement du fait nucléaire. Bon, pour faire vite, le bouquin qu'on sort chez Vendémiaire là, en avril, il est issu d'un rapport qu'on a rendu au gouvernement de la Polynésie française, qui est encore un peu sous embargo pour différentes raisons, mais qui doit venir irriguer en effet les travaux à la fois d'Yvette Tomasini et de Thierry Delmas, qui est le responsable auprès du ministère de l'Éducation locale, puisque c'est de compétences locales.
Et on est très impatient et très content de ça, mais effectivement, ça pose des questions. C'est pas si simple, comme vous dites. Alors d'abord, ça ne doit pas être un enseignement qui doit se faire uniquement en histoire géo. Hein. Le fait nucléaire, ça relève de plusieurs disciplines. Mais effectivement, comment est-ce qu'on met un jeune Polynésien en face de documents qui sont ouvertement racistes, hein, enfin qui sont, vous disiez, négatifs, oui, qui sont terribles. Alors heureusement, ils sont dynamiques dans le temps. C'est-à-dire que les regards, comme je le disais, évoluent. Par exemple, au moment où on fait venir des manœuvres portugais, tout d'un coup, les militaires disent mais ils sont formidables, ces Polynésiens, parce qu'ils travaillent dans les brisants, sur le platier, à un endroit où il y a la houle qui arrive, et ils arrivent à construire des choses dans des conditions terribles, alors que les Portugais sont terrorisés, et les Tahitiens disent bon, on va, pour pas que les Portugais se fassent virer, on va faire leur travail, mais eux, ils vont en faire d'autres, parce qu'ils sont très forts en maçonnerie, ils nous épatent. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de circulations d'expertise, mais aussi de circulation des représentations et d'hybridation des circulations. Et puis moi, ce que j'aimerais aussi qu'on arrive à valoriser d'une façon ou d'une autre, c'est la façon dont l'acculturation s'est faite dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'il y a plein de métropolitains qui sont passés à Tahiti, il en est rien resté. Hein, vous disiez tout à l'heure que c'était pas facile de faire venir des gens si loin, et c'est vrai en effet qu'au départ, les premiers pachas du CEP se plaignent qu'on leur envoie des mauvais militaires, en gros ceux dont les autres armées, parce qu'en fait, c'est les armées qui délèguent à budget constant pour pas faire du surcoût pour le budget du CEP et leurs troupes, et du coup, évidemment, ils se débarrassent de leurs mauvais, en gros. Hein, donc, on envoie l'adjudant à problème à Tahiti, puis on sait qu'il ne va pas embêter à Romorantin, sauf que, du coup, ça pose des problèmes de compétences, et du coup, on a besoin d'en avoir de plus en plus parce qu'ils ne sont pas bons. Bon, bref, mais tous ces gens-là qui sont passés, ça fait 120 000 personnes, on estime, des métropolitains qui sont passés en Polynésie. Donc, j'aimerais aussi qu'on arrive à patrimonialiser, ou en tout cas à rendre visible dans l'histoire de France le fait que la culture française a été par capillarité renseignée, enrichie par ces séjours des Français en Polynésie. Et il y a énormément de gens qu'on va faire des témoignages avec des gens qui ont un tiki à la maison, qui se souviennent d'un plat, d'un fafarou, je ne sais pas, qui vont se souvenir de pratiques et qui ont parfois adopté un enfant, etc. Et donc, ça fait aussi dans ce sens-là partie de l'histoire de France. Hein, c'est pour ça que j'emploie la notion de deuxième contact, parce qu'un contact, ça enrichit, ça altère et ça modifie les deux, bien sûr. Oui, vous avez parlé de mixité forcée, et Oui. effectivement, quand on voit par rapport à la population polynésienne, alors je ne sais pas de quel ordre elle était à l'époque, mais aujourd'hui elle est autour de 230 ou 260 000, je ne sais plus exactement les chiffres, mais on est dans ces ordres de grandeur, donc on voit bien 120 000 personnes à l'époque, peut-être 200, voilà, un peu plus de 200 000, c'est énorme. Oui, il y avait 84 000 habitants au moment de la création du CEP, et donc penser qu'il y a plus d'habitants métropolitains que de Tahitiens qui sont passés, c'est fou. Et les mixités, elles ont été aussi consanguines. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, l'enquête à Reao, elle montre bien alors ça, c'est un cas anthropologiquement vraiment passionnant. Hein, le chapitre des Méninolais est passionnant parce qu'on voit que Reao est déjà stigmatisé au sein des Tuamotu par les autres Tuamotu parce qu'ils ont une langue différente, qu'ils ont la peau plus sombre. Et du coup, ils vont voir les légionnaires arriver, qui sont souvent des Allemands, des Polonais, ils vont faire des enfants avec eux, ils vont se rehausser à leurs propres yeux par rapport au racisme en disant bah, « regarde, mon enfant a les yeux clairs ». Ils vont, dans leur représentation de cette époque, aujourd'hui, quand ils en parlent, dissocier deux choses. Le CEP et l'atomie, c'est-à-dire le CEP comme une chose positive, c'est-à-dire le contact avec une autre civilisation, un enrichissement culturel et génétique, hein, pour dire les choses un peu trivialement et mal peut-être, mais voilà, brutalement en tout cas. Et de l'autre côté, l'atomie, c'est-à-dire l'atome qui contamine, mais eux, ils ne sont pas concernés par ça. Ça concerne les Gambiers, mais ça ne les concerne pas. Ce qui n'est pas complètement vrai, malheureusement. Ils ont subi aussi des contaminations, mais ils ont dissocié un peu les deux, si vous voulez, dans leur représentation. Pour résumer à très grand trait, hein, le chapitre d'Émilie, c'est ça qui en ressort. Et effectivement, ces hybridations, du coup, elles se font même dans les familles, hein, mais dans les deux sens, parce que vous avez aussi tout ce fonctionnement des adoptions plus ou moins informelles qui a fonctionné aussi dans le sens qui fait que des enfants tahitiens ont été adoptés par des militaires français ou des gens qui sont venus ensuite dans le sillage de toutes ces infrastructures scolaires, etc., qui ont été développées par l'arrivée du CEP. Ouais, c'est vraiment intéressant, d'autant plus que c'est par rapport à la Nouvelle-Calédonie, on voit bien que c'est des systèmes qui fonctionnent vraiment très différemment, où la mixité ou l'hybridation, des formes de métissage qui sont beaucoup plus importants que dans le système calédonien. On imagine que ça aurait pu, ces contacts, c'est très intéressant, je trouve, cette notion de deuxième contact. Ce deuxième contact aurait donné des résultats totalement différents, certainement en Nouvelle-Calédonie, avec le système, avec le fonctionnement des populations par rapport à la Polynésie,
qui est beaucoup plus fluide parce que connaissant un petit peu mieux les marquises, on voit bien que dès qu'il y a des ouvriers qui sont arrivés pour des questions ou des entreprises pour des questions de route, de tout ce qu'on veut, il y a toujours eu ces métissages de population en fait, et on les retrouve dans les couleurs de peau, ou dans les noms qui sont présents. Non, cette notion de deuxième contact, elle est vraiment intéressante parce que au-delà effectivement de l'aspect nucléaire, il y a aussi toute cette population qui est venue et qui a amplifié en plus le mythe de la Vaïné. Alors là, pareil, on pourrait reprendre Tcherkezov avec Vaïné, et puis par rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est des systèmes très différents et ça l'a certainement amplifié à la fois dans tout ce qui a été créé architecturalement, toutes ces bases, et puis aussi dans les imaginaires qui ont circulé entre la Polynésie et la métropole. C'est vraiment passionnant. Est-ce que, oui, toujours pas de questions d'étudiants que je regarde, mais je pense ils découvrent cette... Je m'excuse de mon débit rapide et de cette somme. Non, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses. Et moi, je terminerai juste, après peut-être Émilie aussi, pour conclure. Moi, ce qui me paraît extrêmement intéressant aussi, et c'est ce qu'on voit, nous, ce qu'on expérimente aussi en ce moment. On a beaucoup parlé des Kerguelen parce qu'on a un programme de recherche entre historiens, anthropologues et sciences de l'information et de la communication sur les Kerguelen, dont Léo fait partie. Et ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment cette extrême richesse de croiser des disciplines différentes. Et alors, notamment l'histoire et l'anthropologie. Et on voit comment on comprend mieux, en étant anthropologue, tout un tas d'aspects grâce à ces perspectives historiques. Nous, on voit avec les historiens avec lesquels on travaille. Alors, on travaille notamment avec Sébastien Grefsmühl, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est historien et donc beaucoup de l'Antarctique et qui travaille au Kerguelen, et avec un doctorant qui est vraiment centré sur les archives. Mais vous parliez des archives, alors des archives là qui sont certainement plus faciles d'accès, sauf que là, mais comme vous pouvez peut-être l'avoir aussi, il y a les archives formelles, et il y a tout l'aspect aussi, tout ce qui a été conservé par les hivernants. Et là, on peut imaginer aussi que les militaires ont conservé certainement beaucoup de choses qui seraient intéressantes. Et ça nous ouvre des perspectives, à nous, anthropologues, extrêmement fructueuses. Donc, c'était surtout par rapport aux étudiants à toujours avoir... même si voilà, on a une formation d'anthropologue, au muséum, on a quand même aussi cette formation avec l'histoire naturelle, l'écologie, mais l'histoire vraiment ouvre des portes passionnantes. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et donc, merci. Juste pour rebondir là-dessus, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais il faut rendre hommage à l'équipe. C'est-à-dire que nous, on a vraiment monté une équipe qui est fondée sur la pluridisciplinarité, et il y a donc l'anthropologie, il y a la géographie qui, quand elle est une géographie un peu culturelle comme ça, peut apporter énormément de choses. On a de l'histoire de l'art et on a des littéraires, parce qu'il y a aussi, ce qui est très intéressant, une littérature océanienne qui a apparu quasiment à cette époque-là et qui s'est saisie, mais massivement, avec gourmandise et dégoût à la fois, du motif nucléaire en expression française, en expression anglaise. Et ça, ça a été très, très intéressant de voir comment il y avait un récit, un narratif, comme on dirait aujourd'hui, de la part de toute une région qui s'est sentie complètement envahie par cet impérialisme nucléaire, quelles que soient les formes institutionnelles des différentes îles d'où viennent ces auteurs, depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à Tahiti et dans d'autres îles anglophones. Et donc, oui, cette pluridisciplinarité, on l'a tout le temps, on l'a vraiment perçu. Enfin, pour moi, c'est souvent parfois c'est un mot qu'on met dans les programmes de recherche, etc. Là, ça a vraiment fonctionné. Et d'ailleurs, la carence d'archives au départ nous rendait d'autant plus utiles les anthropologues. D'ailleurs, on avait aussi un sociologue, on avait Yannick Barthes au départ qui nous a aussi aidés, parce qu'on a fait beaucoup de campagnes d'entretien oral, et donc on avait un postdoc qui a fait 2 ans d'entretien, 1 an en Polynésie, dans les différentes îles, et 1 an en métropole. Et ces entretiens, moi j'en ai fait quelques-uns, mais je suis loin d'être un spécialiste de la pratique, de l'exercice, mais c'était plus qu'une façon de contourner le silence des archives. C'était vraiment
c'était ça, mais c'était aussi autre chose, et c'était aussi une façon, politiquement, je dois dire, parce que c'est aussi une œuvre politique, de rendre la parole aux Polynésiens et de leur dire qu'ils n'avaient pas choisi cette histoire, mais qu'au moins on pouvait les entendre et qu'au moins ils pouvaient raconter leur mémoire et faire partie de cette histoire à travers ces interventions. Merci. Émilie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour conclure. Non, moi, je voudrais juste vraiment beaucoup remercier Renaud Meltz encore une fois. Et c'est vrai qu'il y a encore un aspect, et moi je terminerai juste avec ça, c'est dans vos discussions, c'est sur finalement ce que cette histoire, cette phase d'expérimentation nucléaire finalement révèle aussi des relations interinsulaires entre toutes ces populations. Et les différentes manières justement de s'approprier ces contacts, de les revendiquer ou de les rejeter. Il y a vraiment un effet pas catalyseur, mais vraiment révélateur en tout cas de cette dimension très cosmopolite finalement de cette société océanienne qu'on connaît aujourd'hui de mieux en mieux. Absolument. Eh bien, en vous remerciant, et puis je vous remercie. on aura l'occasion Salut à Hélène Artaud de ma part, avec qui j'étais ravi de collaborer quelques semaines ou mois plus tôt sur le projet. Oui, on croise les doigts tous. Le PPR. Voilà, c'est ça. Et puis, je serais ravi d'une autre occasion de revenir dans les murs, parce que c'est vraiment frustrant d'être comme ça à distance, mais voilà, évidemment, vos locaux sont bien sympathiques et votre institution est bien précieuse au cœur de Paris, donc je serais ravi de vous recroiser à l'occasion. Il y a juste peut-être Mathilde. Mathilde. Ah, Mathilde. Tu as levé la main. Je vois une main levée. Oui, non, c'était juste concernant l'évaluation. C'est pas lié à la conférence, c'est juste concernant l'évaluation de Marie-Timité. On peut se voir après, si vous voulez, on peut en parler après. Oui, on va le faire, on va voir ça ensemble après. On voit les étudiants tout de suite, évaluation. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça après. En tout cas, merci beaucoup Renaud Meltz, et puis je pense qu'on aura l'occasion de se croiser prochainement au muséum ou ailleurs. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.